Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon international de l'agriculture, troisième jour de cette 57e édition. Pour m'accompagner durant cette émission à travers champs durant 2 heures, j'ai le plaisir d'être avec Yanis Darras. Bonjour Yanis. Bonjour Alban, plaisir partagé. Nous sommes en direct donc du Salon international de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Et nous allons au programme, nous allons visiter 2 régions, Yanis. Au programme, la première région, c'est le Pays de la Loire, ses châteaux, les châteaux de la Loire, voilà, bien connus, et son orchestre national à Angers. Et puis la deuxième région, c'est la région Normandie, ses maisons à Colombages, et puis le Mont Saint-Michel, qui accueille chaque année de nombreux visiteurs. Et puis nous allons goûter des choses, Yanis, forcément, de ces régions. De la boisson, des nourritures, on va voir un petit peu, on va avoir tout un programme pour cette émission. Au programme, donc des boissons et de la nourriture. Exactement, et puis on aura notre envoyé spécial Thomas Glavieux-Moreau qui lui se balade dans les stands. Exactement, qui arpente les allées du salon à la recherche des pépites, des producteurs et des produits que nous n'avons pas pu faire ramener jusqu'ici sur le hall 4, voilà, sur le plateau du siècle vert. Donc Thomas sera avec nous durant toute l'émission pour nous faire découvrir ce qu'on a un peu raté sur le plateau. Et puis Yanis, dans la deuxième partie de cette émission, nous aurons le plaisir d'accueillir 2 invités. Le premier, c'est Yves Contasso. Oui, Yves Contasso, qui est donc conseiller municipal à Paris et membre de Génération. Il sera avec nous à partir de 11 h. On sera 3 à lui poser des questions. Il reviendra notamment sur les élections municipales dont les prochains tours auront lieu le 15 et 22 mars prochain. Et puis on parlera bien évidemment de la réforme des retraites qui est actuellement à l'examination à l'Assemblée nationale. Et puis Alban, il me semble qu'on a aussi un deuxième invité, oui, à 11h30. Une deuxième invitée même, Agnès Pannier-Runacher, qui viendra. Pareil, nous aurons vous, Yanis, Manon Blangis et Hugo Franceschi. Vous lui poserez des questions. Nous sommes en direct, je vous l'ai déjà dit, du Salon international de l'agriculture. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag siècle vert et puis aussi sur nos réseaux sociaux, fréquence ESJ. Eh bien écoutez, je vous propose de démarrer après ce sommaire. À travers champs, on est ensemble pendant 2 heures et ça démarre maintenant. Et donc oui, nous sommes... Alors je voulais... Alors Alban, vous avez un peu de difficulté à vous installer. Donc nous vous retrouvons donc le fameux Théo Grévin. Bonjour Théo, comment allez-vous? Bonjour. Et bonjour, oui, bonjour Théo Grévin. Et comme chaque jour, voilà, comme chaque jour, on évoque ce qui s'est passé hier au salon avec vous. Oui, et beaucoup de visiteurs étaient présents dans les allées du salon hier avant la rentrée aujourd'hui pour les Parisiens. Il était donc très difficile d'accéder au hall 1, notamment où se trouve la vache égérie idéale. Et il y avait aussi beaucoup de prix de concours hier. Oui, et notamment la 6e édition d'Agreen Startup, un concours de projets innovants organisé par les chambres d'agriculture et qui a délivré hier son palmarès. Le premier prix est allé à Farah Harar, dont le projet consiste à produire des jus de fruits et des légumes frais auxquels on ajoute des graines de basilic, ce qui apporte une expérience gustative assez différente. Le second prix a récompensé Green Dose, qui propose des farines déshydratées bio de légumes colorées naturellement, le résultat des madeleines aux épinards ou des cookies à la betterave. Ils ont, intéressant comme proposition, en effet, oui, Théo. Et grâce à ça, ils ont reçu une somme qui leur permettra notamment de financer leur projet. Autre prix, cette fois pour Olympiade, vache de 26 mois élevée à Saint-Jean-Vrin dans le Cher et qui a remporté le premier prix section femelle pour les Charolaises au Salon international de l'agriculture. Eh bien, félicitations à Olympiade. Et puis Théo, s'il me semble, il y a un anniversaire qui a été fêté au salon hier. Oui, un anniversaire et une inauguration en même temps, puisque c'était les 100 ans du concours général agricole qui récompense l'excellence de l'agriculture française. Fromage, charcuterie, vin, crème, piment d'Espelette, chaque année le concours général agricole récompense les meilleurs produits du terroir français. Le palmarès est dévoilé chaque année ici au Salon de l'agriculture. Et donc ce concours, il date de 1870. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et pour distinguer la régularité, le prix d'excellence récompense depuis 2000 les producteurs qui ont obtenu les meilleurs résultats aux 3 dernières éditions. Hier, pour inaugurer ce stand, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, était notamment présent. Merci Théo Grévin, on vous retrouve dès demain pour un nouveau flash de cette journée. Et Yanis, il va être l'heure de présenter un animal. Vous allez partir rejoindre Ludmila Clocher qui est avec Yves Desforges pour nous parler d'un animal que nous connaissons tous.
Bonjour Ludmila Clochier, alors je vois que vous êtes venue en bonne compagnie puisque vous avez ramené un pigeon un peu particulier. C'est pas forcément celui qu'on croise tous les jours dans nos rues, je pense. Exactement, donc je vous présente déjà Yves Desforges qui est professeur de plomberie et chauffage, mais également éleveur amateur d'animaux de basse-cour, donc pigeons, poules et lapins. Il a apporté avec lui un pigeon romain, mais pas n'importe lequel, puisque cette race a gagné le prix du jury du pigeon. Pouvez-vous nous présenter ce pigeon romain ? Alors, comme son nom l'indique pas, c'est un pigeon parisien à la base. Il a été créé donc en région parisienne par des amateurs qui ont voulu faire le plus gros pigeon du monde. Donc ils y sont arrivés puisque c'est un pigeon qui peut faire jusqu'à 1,5 kg et avoir une envergure de 1 mètre. C'est-à-dire que l'envergure, c'est quand on déplie les deux ailes d'une extrémité de l'aile à l'autre, ça peut faire jusqu'à 1 mètre. Donc c'est un pigeon qui a un plumage qui ressemble un petit peu au pigeon commun des villes, au pigeon bisé, au pigeon sauvage, mais qui a une caractéristique tout à fait particulière, c'est qu'il a une tête de rapace. C'est-à-dire qu'il a un front très large, un bec en forme de pioche et des morilles assez développées. Ensuite, il a un tour d'œil qui est charnu et rouge. C'est une qualité chez lui. En plus de sa longueur et de sa largeur, c'est ce qui en font une race très spéciale et assez rare. Pourquoi avoir voulu faire un pigeon aussi grand ? Comme je fais 1,92 m, il me ressemblait un peu, si vous voulez. Si j'avais été petit, j'aurais peut-être fait des petits pigeons, mais là, comme je suis grand, je fais des grands pigeons. Quelle note a-t-il reçu ? Alors celui-là, il a reçu 95 sur 100, en sachant que la note maximale est 97 sur 100. Donc il faut savoir que dans nos jugements, plus on fait des animaux rares et durs à sélectionner, plus les bonnes notes sont dures à avoir, quoi. Mais 95, c'est une note dont je suis très fier, parce que faut savoir que c'est des pigeons qui, comme vous pouvez l'imaginer, ont du mal à se reproduire, parce qu'ils sont lourds, donc ils cassent les œufs. Ensuite, les petits, pour qu'ils atteignent ces tailles maximales, on est obligé de les nourrir en supplément des parents. Donc c'est un travail de sélection qui est assez contraignant et fastidieux. Est-ce que c'est comme un pigeon normal, c'est-à-dire que le pigeon grandit dans le nid et ne part qu'une fois à sa taille adulte ? Pareil. Il est nu et aveugle, et ensuite les parents le nourrissent, les yeux s'ouvrent, les plumes se développent, et après il descend du nid, ce qu'on appelle, et il commence à se nourrir tout seul. Et c'est là qu'il faut que nous, éleveurs, on l'aide, parce qu'il lui faut énormément de protéines pour se développer. Et donc, c'est notre travail d'éleveur sélectionneur de l'aider à atteindre ces tailles gigantesques. Moi, j'aimerais savoir comment on obtient la note. Qu'est-ce qu'on note sur le pigeon ? Alors ça, ce sont des juges. Moi, je suis juge volaille, je ne suis pas juge pigeon. On passe devant l'animal, et l'animal, comme tous les chiens, les chevaux, les vaches de race pure, ont un standard. Et on compare les caractéristiques du phénotype, c'est-à-dire de la forme et de la tenue de l'animal par rapport à un standard. Ce qui fait qu'un caniche ne ressemble pas à un berger allemand. Lui, il ressemble un petit peu, mais pas du tout au pigeon de la cathédrale. Eh bien écoutez, merci. En tout cas, on a appris quelques petits trucs sur ce pigeon géant. Et puis, je vous laisse vaquer à vos occupations et ramener ce pigeon en sécurité. Dans sa cage, il sera mieux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonne journée, au revoir. Yanis, on le rappelle, à partir de 11h, nous avons deux invités qui vont se succéder, deux invités politiques. Le premier, c'est Yves Contasso. Exactement, conseiller de Paris qui viendra donc sur notre plateau à 11h. Et puis après, on a Agnès, une secrétaire d'État. Voilà, Agnès Pannier-Runacher. Voilà, merci. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Et donc ça, c'est à partir de 11h qu'on les retrouve. Et puis, on va aussi se balader. On vous l'a déjà dit en début d'émission, on va se balader dans ce salon avec notre envoyé très spécial, Thomas Glavieux-Moreau, qui va nous faire, en fait... Il va démarrer cette première région. Je crois qu'il se trouve normalement dans la région Pays de la Loire. Et il va donc nous présenter des produits. Il va avoir la chance de goûter ces produits. On l'envie. Comment ? On peut le dire, on l'envie un petit peu de pouvoir goûter déjà tous ces produits. Oui, il a de la chance. Et nous aussi, rassurez-vous Yanis, on va pouvoir aussi accueillir des exposants qui vont venir avec des produits. Et Thomas, normalement, qui va ce matin, pour s'ouvrir l'appétit, goûter des gâteaux. Thomas qui est avec nous. Thomas, vous avez la parole. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Oui, Alban, effectivement, je me trouve dans le hall 3, région Pays de la Loire.
Et en Pays de la Loire, on a la Baule. On a la Baule et on a l'entreprise Marilou avec Margot Toveri qui en est la directrice commerciale et qui produit 2 gâteaux, le Baulois et le Nantais. Ce sont deux fabrications très artisanales qu'elle va nous présenter. Bonjour Margot. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos gâteaux? Alors nous, comme vous l'avez dit, on est basé à La Baule et du coup on fabrique le Baulois qui est la spécialité de La Baule, qui est un fondant au chocolat, et le gâteau nantais qui est plus une spécialité régionale chez nous, mais enfin, voilà, que vous retrouvez en fait aussi dans notre région. Donc le Baulois c'est un fondant au chocolat qui est 100% naturel et artisanal, de même que le nantais, et on fait tout à la main du début à la fin. Et faire tout à la main, c'est un sacré boulot. Vous en produisez à peu près combien par an de ces gâteaux qui varient selon les tailles, hein. Je vois du 4 personnes, du 6 personnes, il y a du 2 personnes là-bas. Par an, ce serait difficile à dire. En moyenne, on va dire par jour, on en fait entre 2000 et 2500. D'accord, donc oui. Et vous, on revient sur le nom Marilou. Marilou est une entreprise qui appartenait à un monsieur, et puis c'est le mari de madame qui a racheté cette entreprise pour pouvoir créer 2 gâteaux et pour éviter une confusion avec une autre entreprise située à La Baule qui fabrique seulement des fondants baulois. L'entreprise Marilou a, elle, les 2. Est-ce qu'on peut goûter? Ça donne juste fin ces gâteaux. Ah bah l'objectif c'est que vous goûtiez Thomas, justement. Ah bah regardez Alban, j'y vais. Regardez, hop. Et donc ça c'est gâteau au chocolat. Exactement. Donc ça c'est le Baulois. Le gâteau au chocolat et le Baulois, il est très 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 fondant. Il est onctueux. Ils font en bouche. Honnêtement, Alban, ils font en bouche. Et à l'image, une régalade. On a l'impression qu'à l'image il y a une partie fondante et une partie un peu plus croustillante. C'est exact. Il y a comme on me dit, il y a une partie plus fondante et une partie un petit peu plus dure. Croustillant. Voilà, le gâteau, ça reste un fondant au chocolat, donc de base la texture est fondante. Après voilà, forcément dans un gâteau comme ça, vous allez avoir une partie qui est on va dire qui est la coupe, qui est le bord, qui va être un petit peu plus cuite. Mais quand vous coupez des parts, vous avez toute la texture du gâteau, donc vous avez vraiment un côté fondant. D'accord. Et puis après, au niveau du nantais, c'est une toute autre préparation. Quels ingrédients on peut retrouver dans le gâteau? Le nantais, c'est une génoise aux amandes avec du rhum. Donc il n'y a pas de chocolat, c'est plutôt une texture style financier avec du rhum. D'accord, très bien. Alors je goûte à Alban. Hein. Allez-y. Ouais. Et puis après... Ah oui, on sent directement le goût du rhum qui vraiment vient directement en bouche, avec un petit peu cette... on retrouve un petit peu je sais pas si, mais un fond de galette. Je sais pas si vous pouvez voir, mais un petit peu ce goût-là. Ouais. Et au niveau des 2 gâteaux, entre le Baulois et le Nantais, lequel est le plus réputé par chez vous? En soi, les 2, parce que mine de rien, tout le monde connaît plus ou moins la Baule. Donc le Baulois, ça reste la spécialité de là-bas. Et le gâteau nantais, c'est une très vieille recette. C'est une recette qui gagne du commerce triangulaire entre Nantes et les Antilles. Donc forcément, ça existe depuis 3 siècles, voire plus. Et chez nous, tout le monde connaît le gâteau nantais, quoi. Donc, en soi, les deux sont aussi réputés que l'autre, je dirais. Eh bien, merci. On remercie bien entendu Margot Toveri, que vous pouvez retrouver dans la région Pays de la Loire, dans le Hall 3, et venir déguster tous ces gâteaux qui sont vraiment onctueux. Merci Thomas, on n'hésite pas donc à y aller, puis on vous retrouve vous tout au long de cette émission. Vous allez arpenter les halls, les différents halls du salon. On va du coup présenter cette région, la région Pays de la Loire, et pour la présenter, on accueille donc Mathilde Caron. Vous allez nous présenter cette région de manière à votre manière. Et oui, puisque Mathilde va nous faire retomber en enfance, Alban, avec un biscuit un peu particulier qu'on a tous connu. Il me semble que c'est le petit beurre de Lus. Et je sais que vous êtes très gourmands, Alban et Yanis. Alors pour vous faire plaisir, je vous présente le Petit Beurre Lus, le best-seller du biscuit français et fabriqué à Nantes, la préfecture des Pays de la Loire. Alors son aventure commence rue Boileau à Nantes, donc dans une pâtisserie fondée en 1846 par Jean-Romain Lefebvre et Pauline Isabelle Utile. C'est l'association de leurs 2 noms d'ailleurs qui va donner naissance à la célèbre marque Lus. À l'époque, c'était déjà un énorme succès. Oui, mais c'est pas eux en réalité qui ont vraiment inventé le petit beurre, puisque la création du petit beurre, elle intervient un petit peu plus tard, et il me semble que c'est grâce à leur fils. C'est ça, en 1882, Louis Lefebvre Utile, le benjamin de la famille, reprend l'affaire familiale. Pour concurrencer l'industrie biscuitière britannique, il achète une ancienne usine
toujours à Nantes. Il y met au point plusieurs gammes de biscuits et un jour, en 1886, c'est l'idée du siècle. Un biscuit à base de farine, de beurre, de sucre et de lait. Il ne faut pas chercher bien loin parfois. Ce biscuit a d'abord été baptisé Petit Beurre Bambin, puis le Petit Beurre Lu que l'on connaît aujourd'hui. Et sa forme non plus n'a pas été laissée au hasard. C'est ça, la légende raconte qu'il s'est inspiré des napperons en dentelle de sa grand-mère, mais en réalité, la forme du biscuit lu a un sens caché. C'est une allégorie du temps. Si vous faites attention, vous pouvez compter 52 dents qui représentent les 52 semaines de l'année. Les 4 coins, eux, symbolisent les 4 saisons et les 24 points qui le perforent évoquent les 24 heures de la journée. Et si vous ne le saviez pas aujourd'hui, plus de 9000 tonnes de petits beurres sont produites chaque année à la Effoissière. 1 milliard de biscuits dans 41 millions de paquets. Oui, c'est énorme. 1 milliard de biscuits, ça représente à peu près la population de l'Asie, en tout cas de la Chine déjà, à quelques centaines de millions près. Merci beaucoup Mathilde Caron, Merci. On vous retrouve tout à l'heure. Eh bien, moi, la prochaine fois que je mangerai des petits lus, je les mangerai d'une autre manière. Merci Mathilde. On n'est pas seul, Yanis, en plateau, Non, puisque nous avons deux personnes avec nous qui nous ont rejoints. on a Angèle Louis et nous avons un brasseur, c'est comme ça qu'on dit, pour nous parler de bière artisanale. Angèle, je vous laisse la main, présentez-nous ces produits. Alors, je suis avec Fano. Fano, quand Mélusine, la marque que vous représentez, tient un stand au salon de l'agriculture, on veut savoir, est-ce que pour vous, c'est plus une activité commerciale ou ça tient du gain de visibilité? Bonjour, on a un petit peu d'activité commerciale, notamment sur la semaine, parce qu'il y a quand même quelques cavistes qui viennent sur le salon, quelques professionnels. Et c'est vrai qu'autrement, le week-end, on a quand même une belle activité, c'est surtout une activité visuelle, un peu de présence sur le salon de l'agriculture. Alors, on va reprendre toutes les bases. À l'origine d'une bière, il y a quels ingrédients? Alors, dans la bière, le premier ingrédient, c'est d'abord l'eau. Ensuite, on a du malt d'orge ou du blé, suivant les bières, et du houblon, forcément pour donner un petit peu de goût à tout ça. Et comme c'est une boisson fermenticible, on rajoute de la levure dedans. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à une blonde, une brune ou une ambrée? Alors, ce qui fait la couleur d'une bière, c'est avant tout la torréfaction du malt. Plus on torréfie un malt comme le café, plus on va arriver sur un malt foncé, donc une bière plus noire. Et vous avez dépassé cette typologie de brune, blonde, ambrée en développant une très large gamme, plus ou moins parfumée. C'est ça un peu la touche Mélusine? Oui, tout à fait. En fait, suivant la manière dans laquelle on travaille le houblon ou quoi que ce soit, on peut arriver à des produits totalement différents en partant d'une même base. Et je crois même que vous avez fait une édition Hellfest. Tout à fait, voilà, on a fait en collaboration avec le festival, qui est juste à côté de la brasserie. On a fait donc la Hellfest IPA, qui est une bière assez rock'n'roll et voilà. Donc, on a une petite chanson préférée de métal pour arriver à brasser la bière? Alors, au-delà d'une chanson, c'est surtout les personnes avec qui on partage cette bière. C'est aussi des produits de convivialité, quoi. Et c'est cette ambiance-là au Hellfest, c'est elle qui vous a motivé ça a joué dans le caractère de la bière que vous avez mis en place? Oui, c'est vrai qu'on connaît bien les créateurs du festival, donc on avait envie de s'amuser aussi avec eux et de participer à cette belle aventure qu'est le Hellfest aussi, quoi. Et en plus de ce festival juste en Vendée, vous avez une implantation qui est encore plus importante, elle tient même dans le nom, Mélusine. Vous nous expliquez pourquoi? En fait, la fée Mélusine c'est une légende, c'est aussi la fée gardienne de l'eau. Et donc l'eau dans la bière, c'est quand même prépondérant. Et en fait, la légende de la fée Mélusine existe un peu partout en France, mais notamment aussi à Vouvant, pas très loin de chez nous, en Vendée. Et moi j'avais une petite question, vous nous avez ramené 3 bières, quelles sont-elles exactement? Alors donc là on a la Mélusine bio, parce qu'on a toute une partie de notre gamme qui est en bio, la Hellfest qui doit être ici, voilà. Juste là, et la Barbe Bleue qui est en fait c'est un lieu touristique en Vendée, c'est le château de Tifauge, le château de Gilles de Rais, dit Barbe Bleue, donc voilà, on s'inspire aussi un petit peu des différentes un peu mythologies qu'on peut avoir sur la Vendée. Est-ce que ça représente un petit peu le patrimoine de la Vendée? Oui, tout à fait, exactement, tout à fait, exactement. On essaye d'avoir un petit côté régional aussi quand même, quoi, voilà. Je viens de voir on vient de parler de cette bière bio. Oui. Au salon de l'agriculture, cette année, plus que jamais, on a parlé de l'environnement. C'est possible de faire une bière responsable? Tout à fait. Aujourd'hui, nous, à la brasserie, on a fait énormément d'investissements l'année dernière. On a réussi à économiser plus de 5 millions de litres d'eau sur notre fabrication. Avant,
on utilisait 7 litres 50 d'eau pour fabriquer un litre de bière et aujourd'hui on est à 4 litres et demi pour fabriquer un litre de bière. Une baisse de 38%, c'est immense. En plus de ça, les déchets du houblon, vous les réutilisez. Toutes les drèches, qu'on appelle les drèches en fait, donc les céréales qui nous servent à fabriquer la bière, sont récupérées par un agriculteur pour nourrir ses bêtes. Et voilà, on va aussi faire une usine de retraitement des eaux usées. Et voilà, essayer d'être le plus éco-responsable possible. Et cette responsabilité, cette implantation en Vendée, c'est ça qui fait le cœur de votre démarcation, qui vous permet de vous différencier de ces géants de l'industrie de la bière? Oui, c'est vrai qu'en étant une brasserie artisanale, on a un peu plus de possibilités quand même d'essayer de faire attention à notre impact sur l'environnement. Ok, merci de nous avoir expliqué toute cette gamme hyper large. On vous retrouve d'ailleurs au Hall 3, en région Pays de la Loire. Et puis sinon, on est à Chambretot en Vendée, c'est ça? Exactement, à 2 km du Grand Parc du Puy du Fou. Merci à tous les deux et on rappelle bien évidemment que l'alcool est à consommer avec modération. Merci à tous les deux. Tout à fait, merci. Allez, dans quelques minutes, on va continuer à découvrir les produits du terroir. On va goûter des huîtres. Cette fois-ci, on va déguster. Voilà, on va déguster des huîtres. C'est Mathilde Couvillère-Flornoy qui est allée chercher une ostréicultrice. C'est pas facile à dire. Voilà, ce sera dans quelques instants puisqu'on va retrouver notre envoyé spécial Thomas Glavieux-Moreau qui, comme on l'a dit et comme vous avez pu peut-être le voir tout à l'heure, se balade déjà dans le salon. Il arpente les différents halls. Il est toujours normalement dans la région Pays de la Loire. Exactement. Pays de la Loire. Et cette fois-ci, on va pas. Alors, ça se mange pas, ça ne se boit pas. C'est plutôt du cosmétique. Il a testé pour vous un produit cosmétique à base de bave d'escargot. Il va nous en dire plus dès qu'on l'aura, dès que la connexion sera établie avec. Mais comme quoi, Alban, je vous coupe, c'est que le salon de l'agriculture, c'est de la diversité aussi. On a tendance à l'oublier, mais il n'y a pas qu'à boire et à manger. On trouve aussi des petits produits comme ça, un peu spécifiques de la cosmétique. On a aussi de la technologie, du high-tech, et puis des machines agricoles exposées. Donc il y a de tout, en plus des animaux et de la nourriture et bien sûr des produits à déguster au salon. Exactement, beaucoup de pavillons, chaque pavillon a ses thèmes. Le pavillon 1, c'est le pavillon des animaux. Si vous voulez voir notamment la vache idéale, l'égérie de cette 57e édition du salon. Qui a d'ailleurs son propre enclos, voilà, privatisé, elle ne le partage pas, comme quoi c'est vraiment la star de ce salon. Et puis après, on enchaîne avec d'autres rôles, Alban. Et oui, il y a les pavillons avec les équidés, il y a les pavillons avec les chiens, les chats. Et il y a donc le pavillon 3, les régions, où Thomas prend du bon temps et découvre de nouvelles choses. Il y a aussi le pavillon des régions d'outre-mer, c'est le pavillon 5.2, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, les régions outre-mer qui sont très représentées, mine de rien, au salon de l'agriculture. On les oublie un petit peu, mais elles sont bien là. Et puis, juste au-dessus d'eux, il y a aussi, tout simplement, un hall dédié entièrement aux produits étrangers. Alban, exactement, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et puis c'est dans ce pavillon également qu'on peut retrouver tout ce qui est camélidé, alors qu'on va pouvoir retrouver Thomas Glavieux-Moreau. Et oui, il est là, il est prêt. Thomas, vous êtes toujours dans la région Pays de la Loire et apparemment vous avez testé un produit particulier. Effectivement, Alban, regardez, je suis devant le stand Mademoiselle Agathe. Et ce n'est pas Mademoiselle Agathe qui va nous répondre, mais bien Anthony Galpin. Bonjour Anthony. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un produit qui est révolutionnaire. C'est un panel, puisqu'il y en a plein. C'est un panel de crème qui est fait grâce à de la bave d'escargot qui est ramassée manuellement, ce qui apporte de la qualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela, Anthony ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est de vous dire, voilà, au quotidien, dans nos cosmétiques, vous retrouvez de l'eau et de la pétrochimie, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas forcément excellents pour notre épiderme. Et l'objectif, c'est de vous proposer une alternative qui soit naturelle, qui ait une innocuité complète pour notre épiderme, notre santé au sens large, et qui puisse nous apporter une plus-value pour la peau. Et il se trouve que la bave d'escargot contient tous les éléments pour ce faire. Et le côté bio de la bave d'escargot, le fait qu'il soit ramassé manuellement, ça apporte que du plus encore supplémentaire.
En réalité, c'est indispensable puisque dès que l'animal va stresser, la composition de protéines qui va nous offrir par le biais de la bave sera beaucoup moins bonne. Et donc, il nous faut un animal déstressé au moment du ramassage de la bave pour obtenir toutes les protéines nécessaires à l'efficacité de la crème. Donc, c'est indispensable. Et le côté bio, effectivement, c'est pareil. Voilà, Et vous passez donc du coup de la bave, de la bave d'escargot directement à un extrait qui après se transforme en crème. Comment faites-vous cela? Alors, on en réalise un extrait d'abord, c'est-à-dire qu'on va extraire les protéines d'intérêt de la bave de manière à ce qu'elles soient assimilables par la peau. Et une fois l'extrait réalisé, on l'intègre dans les crèmes en mettant un maximum. C'est-à-dire qu'une crème chez nous, c'est entre 50 et 93% de bave d'escargot à l'intérieur, donc d'extrait de bave, de matière active. Et le reste, ce ne sont que des produits naturels, c'est tout assez simple, qui nous permettent donc d'hydrater en plus notre épiderme. Est-ce que vous voulez essayer sur votre main? Bien sûr, on va essayer. Alors, regardez, je vous donne celle-là. Oui, Thomas, il faut que vous testiez et que vous nous dites. Je crois que vous aviez déjà testé hier soir chez vous. Thomas. Bien sûr. Et on sent vraiment que ça amène énormément de douceur sur la main, de fraîcheur et que ça rentre directement dans la peau. Je vais prendre votre micro, comparez vos deux mains. Visuellement. Voilà. Vous voyez, au niveau de la texture, vous avez déjà un changement. Alors on distingue à l'image, mais donc c'est une crème, c'est qui vous le dites, elle pénètre directement la peau et finalement en fait dès que vous la mettez, c'est pas comme d'autres huiles essentielles qui peuvent être grasses ou autre chose, coller sur la peau. Oui, voilà. On me dit que ça change très rapidement, Thomas. Ce n'est pas comme toutes les autres huiles qui après restent sur la peau ou autre, ça rentre directement. Et pour finir, vous avez un panel immense d'huiles qui vont de l'enfant et son acné à la mamie qui va mettre sa petite crème anti-rides. Comment avez-vous conçu tout cela et comment arrivez-vous à convaincre tout le monde d'utiliser ces crèmes? Nous avons un champ d'action qui est effectivement relativement large, puisqu'il va traiter aussi bien l'acné chez les adolescents, c'est-à-dire que c'est un antiseptique naturel, et ça va également traiter les petites difficultés, ce qu'on appelle de l'anti-âge, plus quelques efficacités dans la régénération. Donc voilà, on a une matière active qui est extrêmement riche, qui fonctionne très bien. On en fait des émulsions avec des huiles différentes, de manière à ce que vous ayez une gamme qui puisse vous correspondre à chacun, à la fois en termes de texture et puis en gamme de prix pour que ça reste accessible, c'est important. Parce que votre best-seller en termes de prix, votre best-seller étant la crème régénérante, et on la trouve pour un prix qui est de combien? La crème de jour, vous l'avez j'ai deux tailles, la petite est à 30 €, la grande à 40, donc on est sur des gammes de prix qui sont tout à fait traditionnelles. L'acné est à 20 €, voilà, après ça varie entre 10 et 60 € pour les gammes de prix de nos produits. Merci Thomas. Parfait. Merci beaucoup Anthony. Et puis si vous voulez retrouver Anthony, c'est dans la région Pays de la Loire sur le stand Mademoiselle Agathe. Merci Thomas, on vous retrouve tout au long de cette émission pour nous faire découvrir d'autres produits, d'autres boissons. Et puis nous aussi, Yanis, on a de la chance puisqu'on va pouvoir nous aussi déguster des produits et ça va se passer donc avec Mathilde Couvillard-Flornoy. Vous accueillez une ostréicultrice. Oui, c'est ça. Donc nous sommes avec Marie Palin, ostréicultrice et productrice de sel sur l'île de Noirmoutier. Et donc elle nous a ramené des huîtres et plus particulièrement la fine de Claire. C'est quoi la particularité de cette huître, pardon? La particularité de la fine de Claire, c'est de ne pas être trop grasse, de manière à ce qu'elle plaise à quasiment tout le monde. Et c'est une huître qui est affinée assez longtemps en clair, nombreuse justement pour que la chair soit très très fine à l'intérieur. Et justement, il y a plusieurs sortes d'huîtres. Quelles sont les autres sortes? Oui, donc on a de l'huître charnue, une huître qu'on laisse justement laisser 6 mois en clair, très peu nombreuse, à 40 huîtres par poche, de manière à ce qu'elle fasse du gras, ce qui donne le petit goût de noisette à l'huître. Et on a aussi une huître de pleine mer, c'est une huître qui ne va pas passer du tout en affinage et qui va être beaucoup plus iodée, mais irrégulière. Et quand on dit qu'une huître est laiteuse, en fait, ça veut dire quoi? Alors, la laitance, c'est juste le sperme de l'huître, parce que l'huître est hermaphrodite, mâle et femelle à la fois. Donc, c'est la période de reproduction. Ça va de mai jusqu'à fin août. Et Peut-être, vous allez continuer, Mathilde, mais peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas goûter ces huîtres dont vous nous parlez pendant que vous continuez? On va peut-être goûter avec Yanis. Non, alors Alban, je vous laisse plutôt le soin de goûter en premier. Allez-y. Très bien, allez.
Alors je vous oui, laisse reprendre, allez-y. Oui, sinon pour la formation du coquillage, est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment ça marche parce que c'est un processus assez long. Voilà, c'est ça. Donc vous avez parlé de la laitance. Justement, quand l'huître va délaiter fin août, on va aller mettre des collecteurs en mer pour nous à Fouras. Donc on descend de la Vendée jusqu'à Fouras. On va laisser ces collecteurs pendant 6 mois en mer. Le sperme de l'huître, donc la laitance, va venir se poser dessus et va former des petites huîtres. Au bout de 6 mois, on va récupérer ces collecteurs, on les ramène sur Noirmoutier, on les pose dans nos parcs à huîtres. On va les laisser de nouveau 6 mois pour que la coquille de l'huître durcisse bien. Après, on va les retirer, les mettre en poche et on va les travailler pendant 2 ans parce qu'il nous faut 24 mois pour faire une huître numéro 3 commercialisable. Et pendant ces 2 ans, on va diminuer les quantités d'huîtres qu'il va y avoir dans les poches pour qu'elles puissent grossir, ne pas se prendre dans les mailles, jusqu'à ce qu'on ait la bonne taille pour pouvoir la commercialiser. Alors, moi j'avais une petite question. Allez-y. On dit souvent qu'on mange des huîtres pour les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on peut en manger toute l'année? On peut en manger toute l'année. La seule chose, c'est qu'en été, vous aurez des huîtres avec de la laitance, parce que c'est la période de reproduction. Mais souvent, les gens sont restés sur les anciens indis, et donc ils les mangent que les mois en R, de septembre jusqu'à mars, avril. Mais on peut les manger toute l'année. C'est donc ça le petit moyen mémotechnique que tout le monde a, c'est ça, c'est les mois en R. Voilà, parce qu'après, tous les mois qui ne sont pas en R, c'est la période de reproduction. Et donc, vous nous avez ramené des huîtres de l'île de Noirmoutier. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences avec, je sais pas, les huîtres d'Arcachon, parce qu'elles sont aussi très connues? Oui, voilà. Donc nous, on est moins connus, on est surtout beaucoup plus petits, c'est des petites exploitations familiales. Et les huîtres de Noirmoutier sont plus iodées, parce qu'en fait, le bassin à Noirmoutier est plus fermé que le bassin d'Arcachon, c'est plus petit. Donc il y a moins d'eau douce qui rentre et on a des huîtres beaucoup plus iodées. Alors Alban a fini de déguster, alors qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, donc, l'huître que je viens de goûter, vous avez expliqué, c'est l'huître fine de Clère. Voilà, donc Voilà. qui plaît finalement au plus grand nombre. Alors moi je vous propose, Yanis et Mathilde, de goûter parce que c'est très très bon et c'est vrai que c'est en fait c'est très C'est rafraîchissant. Ouais, voilà, exactement. On sent le petit côté salé. Vous les salez ou non? Automatiquement c'est. Non, c'est l'eau de mer. C'est l'eau de mer. Nous, Voilà. on ne sale rien du tout, c'est l'eau de mer. C'est ça. Alors je vois aussi que vous avez ramené du sel juste à côté. Voilà. Est-ce qu'on peut marier justement les huîtres avec ce sel? Non, non, les huîtres sont salées naturellement. Le sel, c'est plutôt pour la cuisine, parce qu'on est producteur de sel également avec mon mari. Et donc là, le sel, c'est vraiment pour cuisiner, c'est du gros sel. Donc c'est pareil, sur la période où les huîtres sont laiteuses, nous on fait la période du sel, donc de mai jusqu'à septembre, on récolte le gros sel et la fleur de sel. En fait, c'est plutôt une activité complémentaire, c'est ça? C'est ça, c'est une activité complémentaire, c'est surtout une passion. Et globalement, ça plaît aujourd'hui quand on cuisine un plat. Est-ce que je peux cuisiner ça par exemple avec de la viande et plus particulièrement, je sais pas, une entrecôte par exemple? Exactement, donc celui-ci c'est justement un petit mélange que je fais avec du paprika et des herbes de Provence pour aller avec la viande. Et on peut cuisiner avec, on peut tout faire avec. Très bien. Alors Mathilde est en train de déguster. Yannis, je vous invite aussi à prendre, ça va vous faire du bien, de bon matin à 10h30. J'ai vite baissé tout à l'heure un petit peu, mais bon, je vais me dévouer aussi. C'est très rafraîchissant, Mathilde. Moi j'ai goûté avec le citron justement, et j'avais une question, il vaut mieux goûter avec le citron ou avec le vinaigre, parce que c'est assez connu aussi. Parce que moi j'ai goûté nature, c'est vrai que moi j'ai goûté nature. Voilà, alors tout dépend en fait des goûts. Les puristes vont les manger nature sans rien, et après citron ou vinaigre, c'est selon la préférence des gens. Et vous personnellement Moi, je les mange nature. Ouais, voilà. Et sinon, moi, je fais un petit vinaigre de salicorne, qui est une algue qu'on récolte sur les bords des marais salants, que je fais mariner dans des fûts de chêne pour justement manger avec nos huîtres. Mais c'est vraiment au plaisir de la personne. Eh bien, est-ce que vous avez une autre question, Mathilde? Oui, est-ce que peut-être que dans votre exploitation, vous avez d'autres coquillages, vous produisez d'autres choses ou pas? Alors non, nous on produit que des huîtres. Après, on vend d'autres choses qu'on achète à d'autres producteurs de l'île ou à des pêcheurs à pied, mais on fait que de la production d'huîtres. D'accord. Merci à toutes les deux. On rappelle donc on peut vous retrouver donc dans le pavillon 3 au stand, enfin dans la région Pays de la Loire. Je vais y arriver. Merci. Et puis si vous le permettez, on va vous les garder. Avec plaisir. Voilà. On va les faire goûter au reste de l'équipe. Merci. Ça marche. Et le temps de retrouver Yanis Mehdi en compagnie de Yanis Darras, ou plutôt l'inverse, Yanis Darras en compagnie de Yanis Mehdi, c'est mieux comme ça. Je sais que c'est pas facile, Alban. Voilà, je me tourne vers vous et donc vous allez vous présenter, Yanis Mehdi, quelque chose, vous allez nous expliquer comment ça marche. Et oui, puisqu'on retrouve Yanis Mehdi pour la fameuse chronique Comment ça marche. Et vous êtes justement avec Sophie Cucheval, qui est donc directrice des opérations pour le site Mimosa, il me semble. Tout à fait, un site de financement exclusivement dédié aux agriculteurs. Alors, dites-nous Sophie, comment ça marche?
Bonjour à tous les deux. Alors Mimosa, c'est une plateforme de financement participatif, de crowdfunding en anglais, dédiée à la transition agricole, alimentaire et énergétique. On accompagne du coup des agriculteurs à travers 2 outils de financement, le don avec contrepartie et le prêt participatif, qui permettent à des citoyens comme vous et moi, mais également à des entreprises, de financer les projets qu'ils ont envie de développer sur leur exploitation. Et selon quels critères vous choisissez ces projets justement ? Alors, des critères un peu différents selon l'outil de financement qui va être utilisé. Si on parle de dons avec contrepartie, on va uniquement s'assurer que le porteur de projet a compris ce que ça voulait dire de lancer une collecte en dons avec contrepartie. C'est-à-dire de communiquer sur son projet, de communiquer auprès de sa communauté. C'est ça la contrepartie, c'est donc de alors, communiquer. La contrepartie, c'est une contrepartie en nature. Donc c'est un produit, un service ou une expérience qui va être offerte par l'agriculteur au citoyen qui aura contribué à son projet. Donc ça peut être, là on parlait d'huîtres, vous étiez sur une dégustation, ça peut être du coup des huîtres. Ça peut être du vin, ça peut être du miel, ça peut être une visite de l'exploitation, ça peut être une nuit dans un domaine viticole, par exemple. En prêt participatif, on va ajouter à ce premier critère, qui est celui de la compréhension par l'agriculteur de ce qu'on fait, un critère financier, d'analyse financière, puisque là, on va en quelque sorte être garant du projet auprès des citoyens qui vont épargner leur argent et l'agriculteur va en retour les rembourser sur une durée donnée à un taux d'intérêt donné. C'est un peu comme être actionnaire finalement. Alors c'est un peu différent puisque vous ne prenez pas des parts sociales donc au capital de l'entreprise. Vraiment c'est comme si vous, en tant qu'agriculteur, vous empruntiez de l'argent auprès de la banque, sauf que vous l'empruntez auprès des citoyens et donc vous intégrez finalement les citoyens au développement de votre activité. Et le financement du projet serait justement financé à partir de 60%. Et qu'est-ce que ça induit exactement ? Alors, oui, tout à fait. En fait, le financement participatif, nous, on considère qu'en don avec contrepartie, il est réussi quand vous avez atteint au moins 60% de votre objectif. En dessous de 60%, donc si vous demandez 10 000 €, que vous êtes à moins de 6 000 €, les contributeurs sont intégralement remboursés, l'agriculteur ne paye rien et Mimosa l'aura accompagné sans être rémunéré. Si en revanche, il dépasse les 60%, s'il est à 6 001 € sur 10 000 €, il repartira avec ces 6 000 € pour monter son projet et remerciera les contributeurs avec les contreparties. En prêt participatif, ce seuil n'est pas forcément à 60%, il va être au préalable défini entre l'agriculteur et Mimosa. Et quel genre de partenariat vous avez avec les banques pour financer ce genre de projet justement ? Alors, effectivement, le financement participatif, ça a une dizaine d'années en France. Ça a pu être perçu comme concurrentiel au secteur bancaire au tout début. C'est plus du tout le cas. Nous, on travaille beaucoup avec les banques puisqu'il faut vous imaginer que 8 projets sur 10 environ sont cofinancés avec les banques, notamment en prêt participatif. Donc, en fait, on va s'intégrer dans les plans de financement bancaires, souvent pour apporter, par exemple, 20% du plan de financement. Donc, en fait, on collabore avec l'ensemble des banques sur ce genre de projet. Et vous collaborez aussi avec d'autres sociétés agricoles, peut-être, justement pour les projets ? Oui, tout à fait. L'objectif de Mimosa, c'est vraiment de reconnecter l'agriculteur et le citoyen. Et en fait, on s'est dit, au-delà de ces 2 maillons de la chaîne qui sont très importants, il y a un maillon qu'il faut aussi intégrer à notre activité. C'est celui des industriels, des coopératives, des distributeurs, qui sont aujourd'hui des acteurs importants de la transition agricole. Et du coup, on essaye de travailler avec ces entreprises-là pour les accompagner à mettre en place des pratiques innovantes et durables. Donc, on travaille avec un certain nombre d'entre elles pour accompagner leurs fournisseurs, leurs adhérents, à financer et à communiquer positivement sur les pratiques de transition qu'ils mettent en place. Si on est distributeur, on peut aussi financer certains projets ? Tout à fait. On travaille avec un certain nombre de distributeurs. Alors, je peux en nommer un, par exemple Carrefour, avec lequel on travaille pour accompagner la transition de ses fournisseurs, mais pas que. Et à titre d'exemple, par exemple, Carrefour, l'an dernier, a investi 1,5 million dans des projets à travers la plateforme Mimosa. Et justement, avant de nous laisser, est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées de projets financés dernièrement ? Je vais vous en donner deux idées de projets qui sont en cours de collecte. Je pense à un magasin Biocop, par exemple, qui est en train de se financer sur l'île de Ré. Donc, c'est 3 porteurs de projets qui ont besoin de 20 000 €. Et donc, c'est un projet qui est en cours de collecte. Donc, je vous invite à le financer sur mimosa.com avec 2 i. Et puis, on a un autre projet en prêt participatif qui est porté par une coopérative qui s'appelle Sicaba, qui réunit 350 éleveurs dans l'Allier, qui rachète un abattoir, l'abattoir public de Vichy, pour maîtriser et sécuriser l'ensemble de sa production et de sa transformation. Et du coup, on est sur un très beau projet de territoire aussi, en prêt participatif. Vous pouvez donc investir également en ce moment. Merci. Si on souhaite investir, Yanis, vous avez retenu le site, c'est donc mimosa.com. Merci à tous les deux. Et puis, on a bien retenu la leçon comme quoi on va investir peut-être dans de nouveaux projets participatifs. Merci à tous les deux.
Il est l'heure maintenant, Yanis, de présenter la deuxième région de cette émission, la région Normandie. Normandie. Eh oui. Qui est d'ailleurs la région de Mathilde Caron, ici présente, et oui. Et Mathilde Caron, vous revenez avec nous pour, encore une fois, nous replonger en enfance. On n'est pas prêt de devenir des adultes avec vous, décidément, puisque cette fois-ci, on va parler de ce qui nous a fait rêver quand on était plus jeune. Alors si je vous dis Blanche-Neige, la petite sirène, le roi lion, vous me dites Disney. Ah, non. C'est à peu près ça. Animé, mais... Son fondateur, le père de Mickey, est bien américain, rassurez-vous, mais il a été prouvé il n'y a pas si longtemps que Walter Elias Disney avait des origines normandes. Et alors, pour prouver ça, il faut en fait remonter jusqu'au temps de Guillaume le Conquérant pour retrouver ces donc fameuses origines. Exactement, le nom Disney vient d'une petite commune normande, Isigny-sur-Mer, un peu plus de 2000 habitants, mais plus précisément du titre de seigneur d'Isigny, attribué en 1066 par Guillaume le Conquérant à Robert et Hugues Suard pour les remercier de l'avoir aidé à conquérir l'Angleterre cette année-là. Au siècle suivant, d'Isigny devient définitivement Disney en Angleterre. Et The Walt Disney Company a officialisé seulement en 2016, à la veille du 50e anniversaire de sa disparition, les origines normandes du nom de son fondateur. Et pour fêter ça, ils ont inauguré un jardin Walt Disney à Isigny-sur-Mer. Mais avant cette date, aucun lieu ne faisait état de la filiation entre Walt Disney et la commune. Bon, et la question qui se pose, est-ce que Walt Disney était justement au courant de ces fameuses origines ? Alors Walt Disney connaissait l'origine de son nom car il a fait faire des recherches sur le sujet dans les années 1950 et s'il n'est jamais venu à Isigny, il connaît tout de même la Normandie puisqu'en 1918, à l'âge de 17 ans, il part à Cherbourg pour s'engager comme ambulancier dans l'armée à la fin de la Première Guerre mondiale. Et Walt Disney s'est d'ailleurs inspiré de la Normandie dans les différents parcs d'attractions. Par exemple, on retrouve les 2 lions du blason normand dans le premier parc ouvert près de Los Angeles et le château de la Belle au bois dormant de Disneyland Paris s'inspire lui de la silhouette du Mont-Saint-Michel. Eh bien merci Mathilde et ça explique donc pourquoi Disney se prononce Disney aux États-Unis. C'est donc en référence à la ville de Walter Disney. Merci beaucoup Mathilde Caron. Merci. Ludmilla Clocher, on vous retrouve cette fois-ci pas avec un animal, mais avec quelque chose qui se mange. Présentez-nous ce produit et votre invité. Donc, je suis accompagnée de Fabrice Esprit, qui est producteur de fromage à Berville-la-Campagne dans l'Eure, en Normandie. Vous pouvez nous présenter, il va nous présenter la tome au lait de vache. Donc voilà, bonjour, Fabrice Esprit. Ma tome, c'est le fruit d'une réflexion pour avancer dans l'évolution de la production laitière. C'était un vieux projet qui dormait sur l'exploitation. Manque de main-d'œuvre a fait qu'on a souvent reporté. La venue de ma femme qui est revenue sur l'exploitation a fait qu'on a créé l'atelier depuis 4 ans. Et donc avec une diversification en tout produit laitier. Aujourd'hui, c'est la tome que je vous présente, mais on fait toute la gamme, du lait en bouteille jusqu'au yaourt et jusqu'au fromage, qui est le produit le plus élaboré de l'exploitation. Très bien, donc pour faire une tome, comment on fait une tome au lait de vache ? Déjà, il faut déjà commencer par l'élevage de laitier, puisque nous, on est producteurs et transformateurs. Okay. Et donc, on collecte le lait chaud à la traite. On lui adjoint des ferments de façon à stabiliser le lait, en utilisant également, on est au lait cru, pas de pasteurisation du tout sur aucun de nos produits, hormis le yaourt qui est obligatoire. Et donc, on fait agir pendant quelques heures les ferments naturels plus celui qu'on adjoint. Et après, on y met de la présure, on laisse le cahier faire, et après, c'est tout un travail de fromager qui s'opère. Là, on change de casquette, c'est plus l'éleveur, c'est le fromager qui prend acte, et on travaille le cahier, c'est-à-dire on le met en dés jusqu'à avoir un grain de cahier, et on le moule. Alors, je vais vous laisser continuer, Ludmilla, mais moi, je suis curieux et j'ai envie de goûter, donc... Je vais goûter donc la tome. C'est de la tome. Alors, allez-y, vous pouvez continuer. Du coup, vous pouvez nous donner la différence entre une tome au lait cru et une tome au lait pasteurisé ? Ce que je disais tout à l'heure, quand on travaille en lait cru, quel que soit le fromage pratiqué, on fait apparaître les ferments naturels qui existent dans le lait de votre troupeau. C'est-à-dire que autant de lait produit sur chaque exploitation, si on faisait du fromage sur chaque exploitation, on aurait toujours des fromages différents, qui est lié au terroir, qui est lié à l'alimentation, qui est lié à la race utilisée. Donc moi aujourd'hui je travaille avec 3 races sur le troupeau, de façon à avoir des vaches costauds et en croisement triple, de façon à ne pas avoir de la pure race, pour éviter justement l'utilisation à minima de tout ce qui est antibiotique. On sait très bien que les pures races ont une légère fragilité,
Donc pour m'astreindre de ça, je suis aussi en agriculture environnementale. C'est pas du bio, mais on s'en approche. C'est-à-dire où on limite au maximum les phytos, on a augmenté les surfaces en herbe. Donc tout ça, c'est tout ce qui ressort dans l'élevage, c'est-à-dire avec l'utilisation de fourrage noble, c'est-à-dire sans achat extérieur. Alors, juste petite question comme ça, est-ce que chaque tome est unique? Alors, je dirais oui, parce que il va y avoir le temps qui va agir sur les tomes. C'est-à-dire, il peut y avoir l'hygrométrie. Enfin, l'hygrométrie dans les caves sont relativement bien gérées. Hein. On n'est pas sur de la cave naturelle, donc sur de la cave, je dirais, qui ont été construites. Mais malgré tout, vous avez la pression atmosphérique, tout ça, c'est des choses qu'on ne gère pas. On ne gère pas non plus les... Je dirais, même si c'est infime, les mouvements que l'on a dans notre qualité du lait, c'est-à-dire, je parle qualité alimentaire, c'est-à-dire en matière protéique ou en matière grasse, qui va agir. Donc, je ne vais pas dire que chaque tome est unique, mais je dirais chaque fabrication va être unique. Du coup, on parlait de temps. Quel est le temps d'affinage pour une tome? Alors, à minima sur une tome, c'est 5 semaines. Ça reste des tomes relativement fades, enfin à mon goût. Hein. Les personnes qui aiment les fromages typés vont plutôt attendre 6, 7 mois, 8 mois pour la petite histoire. Alors cet hiver, j'ai pas pu le faire, mais l'hiver dernier, j'avais de la tome qui avait 14 mois d'affinage. Ah oui. Alors, qui visuellement perdent de leur beauté. Et ça a quel goût justement 14 mois d'affinage? Et bien vous avez quelque chose de typé, quelque chose qui ressemble, j'irais, voilà, où ça reste sur le palais, quelque chose qui vous accompagne. Donc sincèrement, en général, on achète avec ses yeux, mais n'hésitez pas à goûter un fromage avant de dire que c'est pas bon ou ça vous convient pas, parce que c'est peut-être ça qui vous fera changer la vie. Pour la petite histoire, j'avais du 11, du 14 et du 5 semaines. Mes 14 mois sont partis comme du petit pain et ça allait très très vite après dégustation. Et donc, merci. Tout ça, donc, c'est à retrouver dans la région Normandie, au pavillon 3. On ira vous voir et n'hésitez pas, vous aussi, à aller voir donc Fabrice Esprit, et c'est la fromagerie L'Esprit Normand. Voilà, merci à tous les deux. Yanis, on va dans quelques minutes maintenant, on va recevoir 2 invités politiques. Oui, Yves Consanto d'abord, qu'on va retrouver. Contasso. Voilà, Contasso, excusez-moi, j'ai eu un petit bug mémotechnique. Voilà, qui est donc conseiller de Paris et membre du groupe Génération, qu'on retrouvera à 11h à directement. À partir de 11h, 11h05. Voilà, et qui sera interrogé donc par Manon Blangis, Hugo Franceschi et moi-même. Et vous-même. Et puis bien après, à 11h30, c'est bien sûr la secrétaire d'État. Agnès Pannier-Runacher, donc on accueille vers 11h30. En attendant, on va retrouver notre envoyé spécial, hein, on vous le dit, il se balade, il continue de se balader. Normalement, il est dans la région, toujours la région Normandie. Alors cette fois-ci, il devrait être avec un cuisinier. Je vais y arriver, un cuisinier. C'est pas forcément facile à dire. En fait, si vous ne l'avez pas encore vu au pavillon 3, dans la région Normandie, il y a un stand où en fait c'est une cuisine ouverte où il y a des cuisiniers qui se relèvent, qui se relaient exactement, et qui proposent de travailler les produits du terroir. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que ça coûte assez cher d'avoir un stand au salon de l'agriculture. Alors les régions ont décidé de s'organiser pour promouvoir au maximum de certains producteurs de chez eux. Et donc on retrouve la région Normandie forcément qui a son stand. D'autres régions ont ça, notamment la région Occitanie qui met en avant cette année la Haute-Garonne. Donc là-bas on pourra déguster du vin, des fromages, de la viande. Donc voilà, Normandie, Haute-Garonne, vous avez de nombreux stands comme ça qui sont un peu partout éparpillés dans le salon justement pour découvrir ceux qui n'ont pas malheureusement pu avoir un stand sur le salon de l'agriculture. Et on me dit que c'est bon. On a Thomas, normalement Thomas, vous êtes donc au pavillon 3, toujours région Normandie. Effectivement, je suis dans la région Normandie sur le pavillon 3 du salon des expos et je suis sur le stand majeur de cette région Normandie, c'est le chaudron. Regardez, il y a une effervescence autour, il y a des chefs qui cuisinent pendant toute la journée avec un menu très très alléchant et on va commencer par rencontrer le chef qui est animateur de ce stand chaudron, c'est Polo. Polo, bonjour. Oui, bonjour, enchanté. Vous venez de finir une recette en compagnie de la chef Marina Casa. Marina Casa, exactement. Voilà. On nous a fait un petit dessert à base de pommes, de yaourt fermier. Donc je vais vous chercher la chef tout de suite, elle est en coulisses. À tout de suite. Voilà.
Et puis, en attendant que la chef Marina Casa arrive, on va se diriger directement vers le chef Mathieu Le Guillois, qui est lui en train de préparer, parce que préparer n'existe pas, mais en train de préparer un petit festin, puisque le stand Normandie inaugure sa partie dans le salon de l'agriculture à 11h. Et donc voilà, le chef est en train de faire un petit festin. Bonjour chef. Bonjour. Vous êtes en train de faire un festin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors là, on est en train de préparer un tartare de filet de bœuf normand avec des huîtres grillées. Et donc voilà, quoi, c'est super sympa et avec des herbes fraîches, pas trop de vinaigrette pour que en fait, l'iode et le bœuf, l'iode de l'huître sublime le bœuf et vice versa. Il y a un mariage qui se fait, une symbiose et c'est parfait. Ça va être juste sublime. Et puis après, vous faites des apéricubes, c'est ça? On m'a donné comme mission de sublimer la crème crue normande. Donc la crème crue qui est juste en face, donc chez le producteur. Et donc moi j'ai décidé de la garder toute simple, du sel, du poivre, un zeste de citron et coller à l'agar-agar, l'algue naturelle donc qui sert de gélifiant. Et on va faire des petits apéricubes. Voilà. Comme tout le monde connaît les apéricubes au saumon, voilà. Et moi je les fais nature, mais à la bonne crème. Et de façon artisanale. Ça va être, regardez un petit peu Alban comment ça donne envie tout ce qui se passe. Vous savez quoi Thomas, ce que je vous propose c'est que vous allez alors non, parce qu'on va vous retrouver un peu plus tard, mais vous reviendrez au pavillon 3 dans le stand dans la région Normandie pour venir goûter tout ça et nous dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, on va vous laisser continuer tranquillement. Vous remerciez le cuisinier et on va terminer ce tour d'horizon, ce tour de Normandie en parlant boisson et en parlant cidre brut avec Mathilde Couvillère-Flornoy. Louis de Thézy, cidriculteur à la ferme de la Butte en Normandie. Et là, il nous a apporté une bouteille de cidre brut fermier artisanal. Tout à fait. Donc, vous avez repris une exploitation familiale il y a très peu de temps. En octobre dernier, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et à la différence justement de la viticulture, donc la production de vin où on cueille vraiment le fruit, vous attendez que les pommes tombent. Tout à fait. Alors pour le cidre, ça se fait habituellement. On attend que les pommes soient à maturité, donc elles tombent par terre et on vient les ramasser au fur et à mesure de la saison des pommes. Donc je dirais plutôt à l'automne. On vient les prendre environ 3, 4, 5 fois, environ tous les 15 jours. Donc on ramasse ces pommes avec une machine au sol et puis on vient au fur et à mesure du coup les presser pour en sortir le jus. Comme ça les pommes sont à chaque fois à maturité, puisque pour avoir le meilleur cidre possible, je dirais, il faut avoir des pommes à maturité. Ni trop mûres, ni pas assez mûres. Donc le fait de venir les prendre comme ça, ça va permettre de donner un bon jus derrière. Après on est qu'au début, on n'est pas encore sur du cidre, on est bien sur ce qu'on appelle un mou de pomme, donc un jus qui sort de la presse. Il va falloir clarifier, et puis après on va le laisser tout doucement entrer en fermentation. Est-ce qu'il y a une différence justement entre le cidre doux et le cidre brut? Alors, parlez bien près du micro, juste Mathilde. Tout à fait, il y a forcément une différence. Alors déjà une différence de goût. Souvent sur un cidre doux, on est plutôt sur un cidre un petit peu plus sucré, un petit peu plus rond au niveau des papilles, donc c'est plus facile à boire. Et puis sur le cidre brut, quelque chose d'un petit peu plus sec. Un peu plus amer aussi. Alors voilà, on peut aussi avoir des cidres un peu plus amers. Le nôtre ici en est un bon exemple. Donc on va aller chercher une petite amertume qui va se rapprocher, je dirais, de certaines bières de caractère qu'on a peut-être plus l'habitude de trouver. Et puis il faut bien penser entre deux, on va avoir aussi le cidre demi-sec qui va être un peu entre les deux, entre le cidre doux et le cidre brut. Et forcément on va avoir comme différence le degré d'alcool. On est à 2, 2,5 par exemple pour un cidre doux, on va plutôt se rapprocher des 5 degrés d'alcool pour un cidre brut. Et donc il y a plusieurs variétés de pommes dans une seule bouteille. Combien à peu près, vous savez ou... Alors, sur le nôtre, on est sur 10 à 15 variétés de pommes. Contrairement dans les vins, où on est plutôt à 1, 2, 3 cépages. Donc nous, l'équivalent des variétés, on va monter jusqu'à 10-15 variétés. Mais pour simplifier les choses, on va les classer plutôt par grande famille. Donc on va avoir la famille des pommes douces, les pommes amères, les pommes acidulées. Donc au fur et à mesure, on va du coup ramasser ces pommes, comme on l'a dit tout à l'heure. On va essayer de les prendre par catégorie pour faire des cuvées plutôt d'acide, d'amer ou de doux. Et puis après, au fur et à mesure de la fermentation, une fois que les bactéries, les enzymes présentes naturellement dans le cidre, ou alors que l'on peut ajouter, ont commencé à travailler, on va pouvoir faire des assemblages, qui va être tout le travail de l'œnologue dans les caves, quoi. Vous avez une exploitation laitière juste à côté, et justement ça a son importance dans la production de votre cidre, parce que justement il est bio, c'est ça? Alors
sur le cidre, on est en conversion à l'agriculture biologique. Il faut savoir que pour la conversion pour les vergers, c'est 3 ans. Hein, donc ça met un certain temps. Et tout à fait, on a une production laitière. À la base, on est producteur laitier. On a fait le choix de se diversifier un petit peu, de partir sur des vergers séricoles avec tout l'aspect vente directe, une exploitation qui fonctionne aujourd'hui depuis les années 70. Et j'ai eu la chance, j'ai pu reprendre suite à mes études cette exploitation après un monsieur qui avait 82 ans. Donc voilà, encore bien en forme, mais vous imaginez qu'il avait envie de passer la main. Et voilà, cette partie laitière a toute son importance parce que l'on soit en conventionnel ou en bio, peu importe, à partir du moment où on veut prendre dans le champ, il faut pouvoir redonner aussi. Hein. Donc nous, on a fait le choix de l'agriculture biologique. Il faut du coup apporter, nourrir les pommiers. Voilà. Dernière petite question pour les cuisiniers amateurs qui nous regardent. Avec quoi le cidre s'accorde le mieux? Alors, on peut l'accompagner sur différents plats. Après, on va essayer de prendre du doux, du brut, du demi-sec en fonction. Et directement en cuisine, on va pouvoir par exemple faire un poulet au cidre ou un lapin au cidre. Donc du coup, le plat va tranquillement cuire dans du cidre et ça va se marier à merveille. Du coup, plutôt choisir un cidre de caractère pour faire ressortir tout le goût du cidre, tout le goût de la pomme dans le plat. Voilà, j'espère Alban que vous avez pris des notes parce que j'attends un petit plat maintenant. Je vais devoir cuisiner, c'est ça. Merci en tout cas, merci à vous d'être venus, merci Mathilde Couvillard-Flornoy et voilà. Et merci aussi à vous, Yanis Darras, puisque on va se quitter quelques instants avant de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission où nous allons accueillir donc Yves Contasso et Agnès Pannier-Runacher. Le temps de les accueillir, on va retrouver une dernière fois durant cette première heure notre envoyé spécial Thomas Glavieux-Moreau qui est toujours donc au Pavillon 3. Accompagné aussi de Thomas Lavigne. Oui, j'ai oublié de le préciser. Mais c'est des images de Thomas Lavigne. Merci donc à eux deux. Et donc on va les retrouver. Ils sont toujours dans la région Normandie. Et cette fois-ci, on devrait parler de miel et de miel bio. Le temps que la connexion se fasse. Voilà, on va rappeler peut-être Yves Contasso, conseiller à Paris. Municipal de Paris, exactement, membre de Génération. Et Agnès, bien sûr, Pannier-Runacher, qui est elle secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Je vous vole un peu vos phrases, Alban, je suis désolé. Oui, mais c'est pas grave, vous le faites très bien. Et donc ça, on va les retrouver, donc ces deux invités, on les retrouve d'ici quelques instants. On les retrouvera juste après notre audio de Thomas, finalement, qui explore le salon depuis déjà une bonne heure et qui vont encore nous offrir pendant l'heure qui arrive des délices, voilà, des petites surprises au cours de ce salon dans le pavillon 3 qui offre, mine de rien, une grande diversité de produits et de régions qu'on abordera encore après jusqu'à la fin du salon dimanche prochain. Exactement, on va faire vraiment durant toute cette semaine et jusqu'à dimanche, on va faire le tour de toutes les régions de France, on va vous faire découvrir tous ces produits du terroir, on va vous faire goûter aussi, enfin non, nous on va goûter. On va goûter, mais on va essayer au maximum de vous donner envie d'aller goûter ces plats. Et justement, parlant de goûter, on retrouve donc Thomas Glavieux-Moreau et Thomas Lavigne qui sont donc au pavillon 3, région Normandie. Et oui, nous sommes toujours dans le pavillon 3, région Normandie, et on va rejoindre Laurent Campbell, qui est un producteur de miel, et un producteur de miel de grande qualité. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc Laurent, vous créez du miel qui est bio avec des saveurs qui sont juste exceptionnelles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous produisez tout cela ? Alors le rucher des Autieux est situé en Haute-Normandie, entre Rouen et Dieppe, avec plusieurs particularités. Alors d'abord, on a un label bio sur notre miel, ce qui est plutôt intéressant, donc pas de traitement sur les colonies, et on essaie de placer nos ruches dans des endroits où il n'y a pas de traitement sur les champs autour. Voilà. L'autre particularité, c'est qu'on a un rucher qui a été monté complètement ce qu'on appelle en participatif, c'est-à-dire qu'il est complètement financé. Toutes les ruches qui sont installées sur nos terrains et sur nos ruchers sont financées à 100% par des dons privés. Voilà.
Et il y a peu, vous avez eu une nouvelle qui a ravi tout le monde, c'est que vous avez commencé le miel de cuisine et que vous avez fait votre entrée au Collège culinaire de France. Tout à fait, il y a à peu près 6 mois, notre miel d'été a été coopté par le Collège culinaire de France. Donc, le Collège culinaire de France a été monté par des chefs étoilés et on est très très heureux de tout cela. Et du coup, ça nous a permis de travailler en partenariat avec eux sur des nouveaux miels, une gamme qu'on appelle miel au resto, des miels de cuisine avec plusieurs saveurs. Alors toujours en base avec le miel qu'on récolte sur le rucher, mais ils sont tous parfumés avec des saveurs différentes. Donc on a un miel au yuzu, on a un miel aux truffes noires du Périgord notamment, un miel à la fève de tonka, au thé matcha, un miel au sésame noir et un miel à la vanille de la Réunion. Voilà. Par exemple, si vous l'avez cité, quand on prend un miel à la truffe noire du Périgord, comment on arrive à lier les deux? Comment on arrive à produire tout cela? On récolte d'abord le miel nature, en miel bio, et après dans nos maturateurs sur le rucher, on les parfume, on intègre soit du safran, soit de la truffe noire, etc., de façon à ce que le miel soit complètement parfumé par diffusion en fait. Et pour finir, vous possédez un rucher qui est pédagogique. Qu'est-ce que cela apporte à votre exploitation? Alors l'idée, alors moi je suis très dans le partage. L'idée, c'est d'expliquer au plus grand nombre, d'une part qu'il faut sauver les abeilles. Donc nous on travaille avec une race d'abeilles qui est l'abeille noire de Normandie. Et pour expliquer aux gens qu'il faut faire attention aux abeilles, le mieux c'est d'être transparent et de les inviter sur le rucher, à venir visiter le rucher avec moi. La visite se fait complètement en équipement d'apiculteur pour éviter les piqûres éventuelles, etc. Et on ouvre les ruches, on montre où est la reine, on sort les cadres et on explique aux plus petits, puisqu'on peut recevoir les enfants à partir de 3 ans, comment on récolte le miel et comment on domestique les abeilles. Voilà, Merci. Voilà Alban, je ne sais pas si vous avez des questions en plateau. Non, écoutez, tout est clair. Et puis si vous qui nous regardez, vous en avez, n'hésitez pas à aller donc vous balader dans ce pavillon 3. On va démarrer tout de suite cette deuxième partie d'émission avec donc nos invités. On accueillera un peu plus tard dans cette heure Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Et tout de suite, nous avons Yves Contasso. Bonjour. Bonjour. Monsieur Contasso, conseiller municipal à Paris et membre du parti Génération. Ce que je vous propose, c'est avant de démarrer et que Hugo Franceschi, Manon Blangis et Yanis Darras se succèdent pour vous poser quelques questions, eh bien, je vous propose de laisser parler Paula Monesti-Andréani qui va vous faire votre portrait, mais à sa manière. Bonjour Yves Contasso. Bonjour. Alors, vous êtes né le 26 avril 1950 à Saint-Mandé sous le signe astrologique du Taureau. Tout comme votre signe solaire, vous êtes enclin à déplacer des montagnes avec un goût prononcé pour l'effort. Peut-être avec l'intime conviction que les déplacer permettra de rebâtir Dame Nature. La nature, parlons-en. C'est en 1993, à l'heure où les 3W d'Internet tissent leur toile pour le grand public, que vous vous engagez chez les Verts. Coïncidence astrale, à méditer. Il faut dire que pour un terrien astrologique comme vous l'êtes, le combat de la matière est primordial. Je m'explique. Il y a 3 signes astrologiques régis par l'élément terre. Le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Avec le Soleil et Mercure en Taureau, donc le premier signe de terre, vous incarnez par votre affirmation personnelle ce dur labeur du cœur qu'est d'inspirer les esprits à l'engagement écologique. Avec Mars en Vierge, deuxième signe de terre, vous vous engagez dans une perspective de raison. Votre action passe par la démonstration et le souci du détail. Rappelons ici l'affaire des faux électeurs du 3e arrondissement parisien, fraude électorale qui n'est certainement pas un détail pour vous. Et enfin, avec votre ascendant en Capricorne, donc le 3e signe de terre, vous construisez et réalisez le passage au conscient. Cette conscience profonde qu'il y a urgence sur tous les fronts et qu'il faut optimiser son énergie dans ce qu'il y a de plus fondamental, notre terre-mère dont le gouvernail nous échappe des mains. Et pour naviguer en eau trouble, votre Vénus en Poisson a trouvé une partenaire de cœur prête à construire avec vous cette arche de Noé. J'ai nommé votre compagne, Claire, architecte. Elle a rejoint, tout comme vous, le mouvement Génération de Benoît Hamon. Aujourd'hui, à l'heure d'une prise de conscience massive, qu'un bouleversement climatique est à l'œuvre, que la biodiversité s'appauvrit et que la nature dépérit, notre boussole interne n'est-elle pas en train de se dérégler ? Merci Paula Monesti-Andréani.
Yves Contasso, une petite réaction. Est-ce que les astres ont raison? Je ne sais pas si les astres ont raison, mais la nature a raison. Ça, c'est une certitude. On ne maîtrise pas la nature, on doit la respecter, car c'est à la fin toujours elle qui gagne. Mais donc le portrait vous colle finalement C'est plutôt pas bien. s'il me colle, en tout cas, il est très sympathique. Merci. Merci beaucoup. Eh ben merci Paula Monesti-Andréani. On vous retrouve tout à l'heure pour un autre portrait. Et on va démarrer tout de suite, Yves Contasso, tout de suite avec des... alors juste avant, on va retrouver donc Hugo Franceschi, Manon Blangis et Yanis Arras pour vous poser quelques questions. Et voilà, Hugo Franceschi qui s'installe et qui va donc vous poser quelques questions. On l'a dit, hein, vous êtes conseiller municipal à Paris, en charge de l'écologie depuis 2001 et ancien adjoint à la mairie du 3e arrondissement. On peut dire que vous connaissez bien donc la municipalité parisienne. Et ça tombe bien puisque tout de suite, on parle des élections municipales avec vous, Hugo Franceschi. Bonjour Alban, bonjour Yves Contasso. Bonjour. Yves Contasso, donc vous êtes responsable des programmes politiques au mouvement Génération. Où en est le mouvement pour la campagne des municipales? Où est-il plutôt? Alors, sur Paris, parce que les réalités sont extrêmement diverses en France, hein, on a à peu près autant de configurations politiques qu'il y a de villes, avec des alliances à géométrie très variable. À Paris, la majorité des adhérents a voté pour une alliance avec la liste menée par Anne Hidalgo, avec une exception dans le 13e arrondissement, là où je suis, puisque le maire a refusé cette alliance. C'est un peu Et il n'y a pas une direction centrale qui permet de justement pouvoir clarifier la position du mouvement Génération? Pourquoi le maire a pu lui faire dissidence et... Ah bah ça, c'est pas de notre fait, c'est du fait de la majorité municipale autour d'Anne Hidalgo qui n'a pas pu faire respecter cet accord partout, notamment dans le 13e arrondissement. Au plan national, tous les partis sont dans ce type de coalition différente parce que les réalités sont différentes d'une ville à l'autre, selon évidemment qu'on est dans une majorité sortante ou au contraire dans l'opposition, selon la présence des différentes forces politiques, c'est très inégalement réparti, et puis aussi en fonction, je dirais, quelquefois, des rapports humains localement qui facilitent, au contraire, freinent les alliances. Donc si vous soutenez la candidature d'Anne Hidalgo, du moins si le mouvement Génération le fait, vous déjà, est-ce que personnellement, vous soutenez Anne Hidalgo? Moi, je soutiens une alliance, et je me suis battu pour ça dès le départ, un rassemblement pour qu'on ait une coalition écologique et sociale. Malheureusement, aujourd'hui, je suis obligé de constater qu'il y a soit d'un côté un peu de social, soit de l'autre côté un peu d'écologie, mais jamais cette synthèse. Et on l'a vu, c'est une aberration. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit encore aujourd'hui, parce qu'on pourra en parler pour les retraites, où il y a une sorte d'aberration écologique dans ce qui nous est proposé. Eh bien, tant qu'il n'y aura pas cette convergence à la fois écologique et sociale, on sera forcément dans une espèce de négation d'une partie de la population. Et Anne Hidalgo, elle incarne cette convergence, selon vous, pour les municipales du moins? En partie. À mon avis, on pourrait faire beaucoup mieux. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, par exemple? Par exemple, quand on parle d'écologie, pour moi, l'écologie, ça ne se résume pas à la pollution atmosphérique. Continuer à densifier Paris, à bétonner Paris, à construire sur des espaces qui sont vides, comme à Bercy-Charenton, moi dans le 13e, on va nous faire des tours et des tours et des tours de luxe, puisqu'on sait très bien qu'une tour, ça ne peut pas être du logement social ou du logement pour classe moyenne. Le prix de revient est tel que c'est du luxe. Eh bien, ça n'est pas écologique et ça n'est pas social non plus. Et là-dessus, justement, vous parliez aussi d'autres divergences. J'imagine que c'est pas qu'avec les socialistes d'Anne Hidalgo. Non, bien sûr. En ce qui concerne notamment les Insoumis, qui eux lancent des listes citoyennes, ou les écologistes, le parti Europe Écologie Les Verts, qui a lancé la candidature de David Béliard. Ces partis-là, si vous pouviez leur adresser un message, vous leur demanderiez de rejoindre Anne Hidalgo? Alors d'abord, pour la France Insoumise, pour avoir discuté avec eux, la réponse, elle est simple de leur part, c'est qu'ils refusent toute alliance en disant que même au deuxième tour, ils n'appelleront pas à voter pour Anne Hidalgo, ce qui me paraît totalement aberrant si elle arrive en tête. Avec David Béliard, que je connais bien puisque j'étais dans le même groupe que lui pendant pas mal d'années, je pense qu'il manque un projet plus global sur la ville et notamment la question de la métropole. Je trouve qu'aujourd'hui on ne peut plus parler d'élections municipales au cœur de l'agglomération parisienne sans avoir une vraie vision métropolitaine. Oui. Les questions ne peuvent plus être réglées simplement commune par commune. Et pour revenir donc sur cette désunion entre guillemets de la gauche, même si vous avez milité pour qu'elle puisse exister, est-ce que vous pensez qu'en fait tout simplement ceux qui refusent cette alliance autour d'Anne Hidalgo
Est-ce que, entre guillemets, les partis de gauche qui refusent cette alliance, est-ce que ce sont eux qui, au final, plombent le programme de la gauche pour les municipales? Alors, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas analyser ce qui se passe à Paris indépendamment de ce qui se passe en France. On le voit bien, la question du rassemblement des forces écologiques et des forces politiques de gauche, elle est essentielle. Sinon, on sait ce qui se passe dans 2 ans, on se retrouve avec exactement la même situation. Est-ce que c'est la faute des 2017. insoumis? C'est la faute de tout le monde. Tout le monde, aujourd'hui, a tendance à vouloir privilégier son parti au détriment d'un intérêt collectif supérieur que celui des citoyennes et des citoyens. Nous, on appelle et on va lancer une grande campagne dès l'après-municipal, tout est prêt, auprès de l'ensemble des forces de gauche et écologistes pour justement discuter sur le fond, qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous rassemble, et s'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, pourquoi on n'y arrive pas, y compris lors des élections régionales l'année prochaine, et encore plus évidemment en 2022, au moment des élections législatives et présidentielles. Merci Yves Contasso. Merci à vous. Merci Hugo Franceschi. Yves Contasso, on aborde maintenant un sujet qui fait débat depuis quelques mois, la réforme des retraites. Elle est en ce moment examinée à l'Assemblée nationale. Pour le moment, un seul amendement du premier article a été voté en 1 semaine. Génération reste discret sur la réforme. J'accueille Manon Blanchis pour en parler avec vous. Bonjour Alban Gamet de Saint-Germain, bonjour Yves Contasso. Bonjour. Génération, on le sait, ne possède qu'un siège à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi on ne vous entend vraiment pas sur la réforme des retraites? Écoutez, si on ne nous entend pas, c'est parce qu'on a tendance à entendre que 2 voix aujourd'hui, celle du président de la République à travers son groupe En Marche à l'Assemblée nationale et celle des Insoumis. On peut dire que pour le reste, c'est très difficile de se faire entendre. C'est d'autant plus difficile quand on a un seul député, effectivement, qui se bat. Et pour suivre ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, je peux vous dire qu'il est extrêmement présent, extrêmement pointu sur les remarques et les interventions qu'il fait. Il démontre quasiment jour après jour qu'il y a des lacunes gigantesques dans le projet. Vous ne manquez pas d'une tête médiatique quand même pour vous faire entendre? Bien sûr qu'on manque toujours de la présence de Benoît Hamon qui a pris du recul médiatiquement et qu'on le voit bien, les médias ont tendance à penser que lorsqu'il n'y a pas une tête d'affiche, le parti n'existe pas. C'est un peu la société du spectacle actuelle. Je peux vous dire que par ailleurs, on est présent dans toutes les mobilisations, dans toutes les manifestations, sans aucune difficulté. Est-ce que vous cautionnez le blocage organisé par justement la France Insoumise et le Parti communiste à l'Assemblée nationale? Alors moi, c'est pas un blocage, c'est l'utilisation démocratique des règles. Mais ça bloque quand même l'avancée du projet de loi. Pourquoi ça bloque? Parce que le projet a été tellement mal conçu au départ, tellement mal négocié, parce qu'il n'y a pas eu de négociation, il y a eu une concertation, ce qui n'est pas la même chose, qu'il arrive dans un état lamentable au Parlement. On l'a bien vu, que ce soit en commission des lois préalablement, la commission spéciale plutôt, et puis maintenant à l'Assemblée. Il n'y a pas le lieu ni la capacité à débattre sereinement du fond. À chaque fois, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Mais est-ce qu'on peut vraiment, en déposant 40 000 amendements, discuter du fond? Est-ce que ça noie pas justement le projet de loi? Qu'est-ce qu'il a été demandé dès le départ? Et nous étions sur cette position. Il fallait prendre du temps, ne pas vouloir passer en force avant les élections municipales, comme s'il y avait une échéance absolue à respecter, prendre le temps d'une véritable négociation. Le gouvernement a refusé. Dès lors qu'il refuse, il s'installe dans une logique d'affrontement et il est normal dans ces cas-là qu'effectivement les oppositions disent puisque vous ne voulez pas négocier, on va vous montrer que votre seule possibilité, c'est le passage en force. Ce qui est quand même paradoxal. Le débat aujourd'hui, il n'a jamais existé et il est plus possible sur la réforme des retraites. Écoutez, je vois que, y compris la CFDT, dit qu'il n'y aura pas d'accord sur la question financière. Il n'y a pas d'accord sur de nombreux points. Mais il y a les conférences de financement sur la question financière. C'est un échec prévu. Enfin, tout le monde le reconnaît. Il n'y aura pas d'accord dans la conférence de financement. Puisque, vous pensez que l'âge pivot sera remis? Mais tout sera remis, on le voit bien. La tentation aujourd'hui du gouvernement, c'est le 49.3, c'est-à-dire pas de discussion, le texte tel qu'il est issu des conseils des ministres et circuler, il n'y a rien à voir. Je rappelle que le 49.3, il est fait pour imposer à une majorité le point de vue du gouvernement. Le 49.3 qui prévoit, je le rappelle, que le projet de loi soit considéré adopté sans aucun vote à l'Assemblée. Sans aucun vote, sans aucune discussion, c'est-à-dire tel qu'il rentre à l'Assemblée, il est adopté. Y compris, on le sait, il est inapplicable. Inapplicable. Il y a des pans entiers qui ne seront pas mis en œuvre parce que ça n'est pas prévu dans la loi.
Et donc, il faudra revenir dessus. Et tout le monde le sait. En 2022, parce qu'il Mais ne vous sera pas pensez que encore là, mis le en œuvre. 49.3 est inévitable? Mais il est qu'il inévitable passera parce que le gouvernement ne veut pas céder. Parce que le gouvernement ne se donne pas les moyens d'une véritable discussion au fond. À chaque fois, c'est non, non et non. Ben, évidemment, il y a un moment, il sera obligé d'avoir recours à cette forme un peu autoritaire de... Mais concrètement, Yves Contasso, puisqu'on n'a pas beaucoup entendu justement la voix de Génération, qu'est-ce que votre parti reproche à cette réforme? Ben, beaucoup de choses. D'abord, un mensonge dès le départ sur la question financière. Pourquoi y a-t-il ou y aura-t-il un déficit des retraites? Parce que l'État ne paye pas sa part. D'abord et avant tout, il faut le dire, c'est les cotisations de l'État qui ne sont pas payées, qui font qu'il y a aujourd'hui un risque financier. Donc que l'État commence par assumer ses responsabilités, au lieu de dire aux citoyennes, aux citoyens, et y compris aux... Donc il n'y a pas question d'équilibre budgétaire. Mais il n'y a pas de... D'ailleurs, mais le corps l'a dit, tout dépend de la manière dont on présente les choses au plan comptable. Donc c'est un choix qui est fait, il n'y a pas de vérité d'un déficit prévu. Donc là, déjà, il faudrait commencer par mettre les choses un peu à plat. Et on verrait qu'on n'est pas du tout dans cette logique. L'histoire de l'âge pivot et l'histoire de la retraite à points, on voit bien quel est l'objectif. Il est simple, c'est de faire diminuer les retraites. Il n'y a pas d'autre objectif. Mais est-ce qu'il y avait en fait vraiment besoin, du coup, pour vous, d'une réforme des retraites? Oui, il y a besoin d'une réforme parce qu'il y a beaucoup d'injustices. Par exemple, entre les femmes et les hommes, il y a une inégalité qui est scandaleuse. Scandaleuse. Et on le sait, ça ne passe pas que par la question des retraites. Ça passe d'abord par l'égalité salariale. Tant qu'on ne s'attaque pas à ça, on peut toujours dire qu'on va faire à travers la réforme à point, soi-disant, régler la question. Ça ne réglera rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, Yves Contasso? Il faut mettre à plat le dossier, regarder quels sont les véritables enjeux, y compris profession par profession. Il y a des endroits où il y a des difficultés, il y a d'autres endroits où il n'y a aucune difficulté. Et puis arrêter de nous raconter des salades sur le fait que ça va être un régime universel, puisque toutes les semaines, quasiment, on apprend qu'il y a un régime spécial qui va rester régime spécial. Merci Yves Contasso. Et merci Manon Blangis. La fin du quinquennat sera vert, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement sous couvert de quelques contradictions. On voit tout ça avec vous Yves Contasso et Yanis Darras. Et oui, bonjour Yves Contasso. Bonjour. Alors que le gouvernement a annoncé prendre un virage écologique, le président de la République, lors de sa visite samedi dernier, a donc annoncé qu'il ne serait pas possible de sortir du glyphosate fin 2021. Est-ce que c'est une déclaration qui a du sens pour vous? Oui, elle a un sens. C'est lequel? C'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire que tous les jours, ce gouvernement admet que malgré un discours sur l'écologie, les actes sont en contradiction. Il était il y a quelques jours au Mont Blanc, près du Mont Blanc, et puis dans le même temps, il autorise des nouvelles voies autoroutières. Il aurait fallu continuer justement ce principe de se dire que jusqu'à fin 2021, qu'en fin 2021, on sort du glyphosate. Mais écoutez, il aurait fallu tenir l'objectif. Quand je vois que d'autres pays le font, pourquoi serait-il plus difficile de le faire en France que dans d'autres pays? C'est une question de volonté politique, c'est une question d'accompagnement, parce que ça, je crois qu'effectivement, ce gouvernement n'a aucune envie d'aider les agriculteurs à en sortir. Et on le voit bien, il y a des lobbies qui font tout pour que ça ne se fasse pas. Mais s'il y avait la volonté politique, ce serait tout à fait possible. Mais c'était aussi une inquiétude des agriculteurs, cette sortie du glyphosate. Vous la comprenez, cette inquiétude? Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis. Il faut accompagner. Il faut accompagner. Il ne s'agit pas de leur dire on vous a vendu du glyphosate à tour de bras pendant des années, puis maintenant débrouillez-vous. Ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, dans mon portrait, on disait que je voulais convaincre. Je voulais faire de la pédagogie. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on est dans une forme de dénonciation des responsabilités, sans voir qu'il y a effectivement au départ l'imposition à certains groupes, les agriculteurs notamment, de méthodes qui sont des méthodes qui se retournent contre eux finalement. Donc il n'y a pas assez de pédagogie avec les agriculteurs sur l'utilisation de ces pesticides et globalement du glyphosate. Mais bien sûr, qui sont les premières victimes de ces produits? Qui a le plus de cancers? Ce sont d'abord ceux qui les utilisent. Alors on nous dit « Ah, c'est parce qu'ils ne respectent pas assez bien les consignes qui sont indiquées sur les produits. Enfin, » Tout ça n'est pas sérieux. Si les produits n'étaient pas dangereux, il n'y aurait pas tous ces cancers. Et non seulement aujourd'hui on le voit,
il y a effectivement les agriculteurs qui sont victimes, mais toute la chaîne alimentaire est contaminée. Donc il faut sortir de ce système, il est extrêmement dangereux. Après, on a pris des mesures pour protéger les citoyens, notamment d'étendre à 5 mètres de distance les zones d'épandage entre les habitations et les champs. Et Emmanuel Macron, lors de sa visite sur le salon, a annoncé qu'il pourrait créer potentiellement des revenus sur ces parties de terre qui ne sont plus exploitées. Est-ce que c'est une décision juste pour les agriculteurs? Écoutez, allez voir, moi j'ai eu l'occasion de le visiter, le vignoble bordelais, avec des écoles qui sont à 10 mètres des champs. Et qu'est-ce qu'on dit? Le jour où il y a des empandages, les enfants doivent rester confinés, ils ne vont plus dans les cours d'école parce que le vent il ne s'arrête pas à 5 mètres, hein, évidemment. Et donc pour vous, c'était quoi la distance qu'il aurait fallu mettre en place? Un certain nombre d'experts disent à minimum 30 mètres. À minimum 30 mètres. Moi, je crois que la vraie question, elle est surtout de sortir de ces systèmes qui arrosent très très largement pour arriver à d'autres méthodes. C'est ça l'essentiel. On pourra toujours ergoter sur 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. C'est un faux débat. Le vrai débat, c'est comment on sort de ces produits phytotoxiques. Mais c'est un faux débat pour vous, mais en ce moment, on ne peut pas trop sortir de ces pesticides. Et plus on éloigne les épandages des habitations, plus on perd de la surface. Comment on peut créer justement un système plus juste pour les agriculteurs qui perdent ces surfaces d'épandage et donc de culture par exemple, aussi. Simplement en réformant la PAC, en faisant en sorte que ça ne soit plus lié simplement à l'agriculture intensive maximaliste pour avoir les subventions, mais qu'on mette d'autres critères de qualité. Et à ce moment-là, on verra que les agriculteurs peuvent être aidés différemment et qui ne sont pas obligés d'aller cultiver le moindre mètre carré en bordure des habitations ou des écoles pour pouvoir s'en sortir. Vous n'avez pas peur que ça crée quand même une trop grande disparité entre certains agriculteurs qui sont rongés par les zones urbaines à force avec l'urbanisation intensive et justement des agriculteurs qui vivent en campagne, encore en race campagne et qui peuvent donc avoir une plus grande surface agricole? Alors là, vous pointez quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'étalement urbain. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a plus de politique d'aménagement du territoire. On a cette espèce de fuite en avant qui fait qu'il y a quasiment un département par an qui est laminé, qui disparaît. Et ça, c'est vraiment une politique qu'il faut remettre en œuvre, l'aménagement du territoire. Si on ne fait pas ça, un jour ou l'autre, on aura des grandes difficultés. Et en plus, c'est anti-climat, si j'ose dire, d'avoir cet étalement qui n'en finit plus. Dernière question, on a parlé justement d'augmenter les aires protégées en France de 20 à 30%. Est-ce que c'est une décision importante aujourd'hui pour notre pays? Et surtout pour protéger la biodiversité? Alors, protéger, c'est une bonne chose, encore faut-il que ce soit respecté. Quand on voit que dans un certain nombre d'endroits, dans des zones qui sont classées Natura 2000, on donne des permis de construire, on peut s'interroger sur le niveau de protection. Donc la protection, oui, à condition qu'il y ait la capacité à la faire respecter. Merci Yves Contasso. Merci Yanis Darras. À travers champs, ça continue avec vous, Yves Contasso. Merci d'être venu. Vous allez, j'imagine, vous balader un petit peu dans le salon. Bien sûr. Vous avez déjà prévu un peu votre visite? Vous savez ce que vous voulez voir? Non, aujourd'hui, je vais déambuler comme ça, un petit peu au jugé. Et puis, il est prévu que dans quelques jours, on revienne, mais de manière un peu plus collective. Ça marche. Et justement, on a quelqu'un d'autre ici à la rédaction qui se balade, lui, dans le salon de l'agriculture. C'est Thomas Glavieux-Moreau qui vous fait découvrir tout ce qu'on ne peut pas nous amener sur le plateau. Et notamment, on doit le retrouver, normalement, il doit être pas loin d'une moissonneuse-batteuse, ces énormes engins. Et justement, justement, on vous voit, Thomas, donc vous êtes à bord d'une moissonneuse-batteuse. Effectivement, ça aurait été très compliqué, Alban, de l'amener sur le plateau. Donc du coup, on se retrouve en direct du hall 2.2 et on est avec Jean-Marc Lelu. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Donc, comme vous l'avez vu, on est à l'intérieur d'une moissonneuse-batteuse et c'est Jean-Marc qui va nous expliquer comment ça se passe. Jean-Marc, qui est un agriculteur à la retraite. Déjà, première question, pourquoi vous êtes sur ce salon en étant agriculteur à la retraite ? Je suis sur le salon, comme depuis plusieurs années, pour expliquer le vrai métier d'agriculteur à des gens qui ont une certaine méconnaissance des problématiques et de la vraie vie d'un agriculteur, des plaisirs, mais également des
des recherches de comment ça travaille. D'accord. Et au niveau de cette moissonneuse-batteuse, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer à quoi ça sert dans une exploitation? Comment, c'est un artifice qui est majeur dans une exploitation. Oui, là ici on présente la moissonneuse-batteuse depuis plusieurs années, puisque c'est un outil qui est quelque peu emblématique. Hein, c'est l'outil qui finalise un an de travail de l'agriculteur, c'est la récolte, c'est un petit peu le bulletin de paye de l'agriculteur d'un an de travail. Et une moissonneuse-batteuse, donc c'est énorme. Hein. Alban, on est au moins 3 mètres au-dessus du sol largement. Il faut qu'on monte par des escaliers pour accéder à cette belle cabine. Et la quantité de récolte avec une moissonneuse-batteuse correspond à quoi à peu près? On peut dire que c'est très très variable selon les modèles, mais là ici, je parle toujours avec des images. La moissonneuse-batteuse récolte environ 50 000 baguettes à l'heure. C'est une image. Qui correspond à 150 quintaux-heure. Ça dépend des modèles, mais ça faut imager pour que les gens comprennent bien. Alban, est-ce que vous vous rendez compte 50 000 baguettes à l'heure avec cette énorme machine, ce mastodon de l'agriculture? C'est assez impressionnant. Merci Thomas Glavieux-Moreau. On vous retrouve encore une dernière fois tout à l'heure dans ce salon. Vous vous baladez toujours. Et à travers champs, on continue cette fois-ci avec notre nouvelle invitée, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau. Et on va démarrer tout de suite en faisant votre portrait. Alors, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Paula Monestier-Andréani. Et elle le fait à sa manière. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Donc vous êtes née le 19 juin 1974 à Paris sous le signe astrologique des Gémeaux. Les Gémeaux veulent tout savoir, tout voir, tout connaître. Tout comme vous, ils font ou aimeraient faire HEC, Sciences Po, l'ENA et ainsi enrichir leur double intelligence. Percevoir, comprendre et s'informer, voilà la devise de nos grands orateurs. Les Gémeaux veulent expérimenter plusieurs vies, 4, 5, 6. Une seule ne suffit pas pour tenir tous les rôles. Et sur la scène du théâtre de votre vie, devrais-je dire de vos vies, on ne sait plus sur quel chemin vous suivre. Votre parcours professionnel commence à l'aube du nouveau millénaire quand vous intégrez la haute fonction publique en tant qu'inspectrice des finances. Une dizaine d'années plus tard, après un passage dans le secteur de la santé, vous rejoignez le privé. On retiendra ici la Compagnie des Alpes, cette société qui détient plusieurs stations de ski et qui est à la tête d'une dizaine de parcs de loisirs. Et le loisir, ça il connaît notre Gémeaux. Le jeu est la note fondamentale de toute sa vie. Le jeu de l'esprit, le jeu du challenge, le jeu de rôle et le double jeu. S'amuser dans les grands 8 du parc Astérix ne devrait pas lui poser de problème. Mais il vous faut laisser ces enfantillages et les mettre de côté, surtout quand vous devenez le 16 octobre 2018 secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Vous dites alors adieu à Peter Pan et à son pays imaginaire. J'aimerais terminer votre portrait par une dernière vie. Celle-ci se joue en coulisses, celle de mère et d'épouse. Toutefois, nous touchons là à la vie privée. Pas de panique, la planète Vénus, maîtresse du cœur, située dans le signe du Taureau, protège précieusement l'enracinement de vos affects. Avec votre soleil en Gémeaux, peut-être un peu trop bavard, je vous souhaite, Madame la Ministre, bonne chance pour résoudre l'énigme de votre dualité. Merci Paula Monestier-Andréani. Madame la Ministre, est-ce que ce portrait vous correspond? C'est assez fidèle, en tout cas c'est bien renseigné. Eh c'est bien, bien écrit. Merci. Eh bien, merci Paula Monestier-Andréani. On vous retrouve dès demain pour de nouveaux portraits placés sous les astres. Merci. Agnès Pannier-Runacher, Runacher, pardon. On va continuer. On va parler donc ensemble. Hugo Franceschi nous a rejoint hier. Sur ce salon, il y a des chevaux, des vaches, des poules, mais pas que, puisque samedi, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu, s'est rendu au salon. Il a été interpellé par des visiteurs et des agriculteurs sur plusieurs sujets. Il a multiplié les déclarations. On fait un point avec vous, Hugo Franceschi. Bonjour Agnès Pannier-Runacher, pardon. Bonjour. Pour vous, quand Emmanuel Macron est venu samedi dernier au Salon de l'Agriculture, c'était pour sa visite traditionnelle, on va dire, ou est-ce qu'il y avait aussi une forme de reconnaissance d'échec dans les négociations européennes qui avaient eu lieu la veille?
Je crois qu'il y a surtout la volonté de montrer son soutien aux agriculteurs à un moment où ils sont à la croisée des chemins. Croisée des chemins sur le devenir de la politique agricole commune, croisée des chemins par rapport au Brexit, croisée des chemins par rapport à la transition écologique, qui est un sujet majeur pour notre écologie et pour notre agriculture, à un moment où l'agriculture française est reconnue comme la plus durable du monde par les autres, et elle est moins reconnue comme telle dans notre propre pays. Et puis croiser des chemins par rapport à ce qu'est le métier d'agriculteur et au fait que nous allons avoir beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite et que la question de la transmission est évidemment essentielle. Et justement, là, on comprend bien qu'effectivement, et on l'a vu dans ses interventions, Emmanuel Macron soutenait donc effectivement les agriculteurs. En revanche, est-ce qu'il a vraiment les moyens de pouvoir les défendre? C'est-à-dire, est-ce que Emmanuel Macron, par exemple, au niveau de la PAC, n'est pas pieds et poings liés par l'Union européenne? Je ne crois pas, et c'est tout l'enjeu justement de savoir... Parce qu'il n'a pas réussi dans ses négociations face à l'Allemagne, face aux pays scandinaves, qui eux veulent la diminution du budget de la PAC. Oui, mais à ce stade, l'Allemagne et les Pays-Bas n'ont pas réussi non plus. Et donc c'est justement de mettre en place ce rapport de force pour permettre de défendre une alimentation qui soit de qualité et une agriculture de qualité. Et je pense qu'on a des arguments qui résonnent avec ce qu'attend l'opinion publique, et pas seulement l'opinion publique française, mais l'opinion publique européenne. Un des éléments qui est important aux yeux de cette opinion publique, c'est d'avoir une alimentation qui garantit un grand niveau de santé et qui soit une alimentation durable. Et ça, la politique agricole commune peut le permettre à certaines conditions, et c'est ces conditions que nous voulons discuter aujourd'hui. Et c'était aussi évidemment aussi le budget, puisque la France perçoit quand même 9 milliards d'euros de la part de l'Union européenne sur la PAC. Elles supposent des moyens derrière, des moyens de focaliser ce budget sur la transformation du monde agricole. Et vous pensez qu'il a convaincu les agriculteurs? Parce que même la FNSEA, qui n'est pas un syndicat agricole forcément dans l'opposition systématique au gouvernement, même les responsables attendent et demandent au président des messages forts, et pour l'instant ils ne les ont pas. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de cette négociation. Elle est en train de se dérouler. Je crois que le président de la République a donné des messages forts aussi pour les pêcheurs, notamment dans le cadre de la négociation du Brexit. Alors justement, là-dessus, les pêcheurs français ont interpellé évidemment lors du Salon de l'Agriculture Emmanuel Macron. Donc effectivement, sur la réduction des espaces de pêche, il faut savoir qu'en France, on a 140 navires de pêche, dont 80% de la pêche se situe près des côtes de Grande-Bretagne. Là-dessus, il demande notamment une forme de reconnaissance et surtout un fonds de compensation. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français, à l'heure actuelle, peut se permettre de fournir ce fonds de compensation? Ce fonds de compensation, il est demandé au niveau de l'Union européenne. C'est à la Commission. Et c'est la Commission qu'on interroge dans le cadre de la négociation du Brexit. Mais est-ce que ça va assez vite, justement, puisque c'est à l'Union européenne? C'est-à-dire que ça doit passer en Commission. On sait que, voilà, comme avec la PAC, il peut se retrouver aussi Emmanuel Macron confronté à d'autres dirigeants européens qui n'accepteraient pas justement cette augmentation de compensation financière pour les pêcheurs français. Est-ce qu'au final, là encore, Emmanuel Macron va pouvoir rapidement apporter une aide aux pêcheurs? Oui, parce que vous avez une négociation qui est bornée dans le temps avec le Brexit. Donc c'est du donnant-donnant. Si c'est pas donnant de notre côté, ça sera pas donnant dans l'autre sens. Donc ça ne sera pas possible d'arriver à un accord. Et Emmanuel Macron l'a montré à différentes reprises. Il a obtenu des avancées au niveau de l'Union européenne qui sont considérables. Il les a obtenues sur notamment tout simplement les personnes qui ont été nommées. Il a été quand même assez largement instrumental dans le champ de la présidente, dans le choix de la présidente de la Commission européenne, du président du Conseil par exemple, et de la présidente de la BCE. Donc ça montre que ces négociations, elles sont complexes, mais que la France sait aussi, par ce dialogue, obtenir les avancées qui sont marquantes, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais en soi, cet accord, cette réduction des espaces de pêche pour les pêcheurs français, on aurait pu les prévoir depuis 2016, depuis la déclaration du référendum du Brexit. Je vous rassure, ça fait depuis longtemps que le sujet est sur la table et qu'il est adressé. Parce que eux, les pêcheurs, n'avaient pas justement cette impression-là. Ils avaient l'impression que Emmanuel Macron découvrait le sujet.
Non, évidemment. Et d'ailleurs, il y a eu des prises d'opposition assez claires. Amélie de Montchalin s'est rendue à plusieurs reprises depuis 2 ans, depuis qu'elle est ministre des Affaires européennes. Nathalie Loiseau, qui l'a précédée, avait également été mobilisée sur le sujet. Donc vous voyez bien que ça fait plus de 3 ans que nous sommes mobilisés sur ce sujet et que ce sujet revient constamment. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un alinéa particulier dans l'accord qui a conduit à cette transition douce au 31 janvier 2020, moment de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, il y a un autre sujet aussi sur lequel Emmanuel Macron a été interpellé par les agriculteurs. On quitte le milieu aquatique, on quitte la pêche. Cette fois-ci, on va vers les viticulteurs qui, eux aussi, demandent un fonds de compensation au gouvernement français. C'est le président Macron qui demande un fonds de compensation, en l'occurrence. Ouais. Fonds de compensation sur lequel ses interlocuteurs lui avaient donné un avis positif, puisqu'il s'agit d'un conflit commercial avec les États-Unis et que dans le cadre de la négociation de ce conflit commercial, nous avons eu l'assurance de nos partenaires que ce point-là devait effectivement être traité. Et il va arriver comment? Dans combien de temps, du coup, s'il est déjà prêt si c'est Emmanuel Macron qui l'a demandé, il va arriver dans combien de temps, ce fonds de compensation? Là aussi, on est très rapidement, on est dans le cours d'une discussion, puisque, comme vous le savez, l'impact des droits de douane qui ont été augmentés est relativement récent, donc il faut aussi documenter ça, ça fait que 3 mois. Et nous avons d'autres négociations commerciales qui sont en cours avec les... Est-ce qu'on parle de 400 millions d'euros? Est-ce qu'on les a, nous, en France? Ou l'Union européenne, est-ce qu'elle les a aussi? Oui, l'Union européenne, vous connaissez son budget, c'est grosso modo 1% des budgets étatiques, donc c'est un montant considérable. Donc la question n'est pas de savoir si on a ou si on n'a pas l'argent. La question est de savoir à quoi on utilise l'argent qu'on a. Et il est très clair que dans la posture de négociation que nous avons avec les États-Unis, nous souhaitons obtenir ce fonds parce que cela correspond à une position commerciale partagée. Il ne faut pas se laisser imposer un certain nombre de représailles de la part des États-Unis. Nous avons nous-mêmes des leviers, puisque vous savez que la négociation sur Boeing est également en cours, la discussion au niveau de l'OMC, et qu'elle donnera lieu à un impact important en termes de droits de douane si nous ne trouvons pas un accord avec les États-Unis. Pour les États-Unis, là ça impacte les États-Unis. Merci beaucoup. Merci Hugo Franceschi. Et lors de sa visite, le président Emmanuel Macron a confié une mission à Olivier Damézin, député En Marche du Lot-et-Garonne. L'objectif, mettre en lumière les malaises existants qui rongent le monde agricole. Et on voit ça avec vous, Yanis Darras. Et oui, rebonjour Alban, bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Qu'attendez-vous concrètement de cet état des lieux du mal-être agricole? Je crois qu'il faut faire la part de ce qui est à l'origine de ce mal-être qui est exprimé par diverses voix. Est-ce que c'est qu'une question de revenus? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est une question sur les perspectives du métier d'agriculteur, la question de la transmission, la question de la représentation de ce métier par rapport à la société? Je crois qu'il est très difficile, par exemple, pour des éleveurs d'être mis en cause, non seulement d'un point de vue écologique, mais aussi par rapport au bien-être animal. Au fond, il y a quelque chose de très particulier à cette situation où les écologistes des villes, qui finalement ne vivent pas dans la nature, expliquent à des gens qui vivent en symbiose avec la nature comment il faut faire. Mais est-ce que ce constat n'a pas déjà été fait justement par votre gouvernement, notamment avec la loi Egalim et alimentation, ou encore par les anciens gouvernements? Alors, la loi Egalim, elle s'est fixée sur le sujet du revenu. Et elle a fait effectivement un constat partagé au travers des états généraux de l'alimentation qui ont conduit à la loi Egalim. Donc la loi Egalim n'est jamais que la traduction précise de l'accord auquel étaient arrivés les distributeurs, les industriels et les producteurs. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est faire vivre cette loi Egalim pour obtenir des accords qui permettent une redistribution de revenus. Il y a des avancées dans le lait, il y a des avancées dans le porc, il y a des avancées dans le bœuf, mais aujourd'hui, nous n'avons pas des avancées suffisantes pour adresser la majorité des situations des agriculteurs. Et là, on doit progresser. Mais ce qui serait important, par exemple, dans le constat de M. Damézin, c'est de savoir si ces premières avancées suffisent ou s'il faut aller plus loin. Et puis le deuxième sujet,
c'est ce qu'est la profession d'agriculteur, comment on se la représente. Et là où l'agriculteur suscitait auparavant l'empathie et était perçu comme un élément indispensable de notre société, aujourd'hui, au travers de sujets comme l'agro-bashing, le sujet écologique, le sujet du bien-être animal, ils sont très souvent mis en cause dans leur propre référentiel. Et donc, moi, je comprends qu'ils aient un sentiment de désespoir. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire du cas par cas? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut appliquer une politique de cas par cas pour les agriculteurs? Chaque cas est différent et chaque profession au sein de l'agriculture est différente. Il faut raisonner par nature et de production et nature de situation. Les producteurs de fruits et légumes ne sont pas du tout dans la même situation que les éleveurs d'ovins, les éleveurs de bovins ou les producteurs d'œufs de poules. On a des agriculteurs qui ont entamé une transition écologique et qui ont des solutions techniques. Il y en a d'autres qui n'ont pas de solution technique. Donc comment on sort de cette difficulté de devoir faire une transition là où on n'a pas de solution? Et là, nous devons avoir des propositions de manière technologique, mais aussi d'accompagnement financier. Donc pour vous, c'est aujourd'hui impossible d'avoir une politique de cas par cas pour nos agriculteurs? Il faut plutôt réfléchir sur des professions plutôt qu'au cas par cas? Bien au contraire, je pense que c'est pas qu'une question de cas par cas, mais c'est une question de partir de la réalité des problèmes. On a beaucoup, ces dernières années, dans les autres gouvernements, mené des politiques à grands coups de grands slogans et de grands oukases. Mais c'est pas ça la réalité des agriculteurs. Et c'est pas ça, de manière générale, la réalité économique. Notre responsabilité, c'est de répondre à la réalité de leur malaise et donc de le qualifier et d'y répondre précisément. Et je crois que ça a toujours été la démarche pragmatique que nous avons menée dans ce gouvernement. Nous ne nous arrêtons pas aux slogans, ça ne suffit pas. Les slogans, c'est un truc de Parisien, c'est pas un truc de terroir. Alors justement, Olivier Damascin souhaite rendre ce rapport d'ici 6 mois, notamment au Premier ministre. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un temps infiniment long pour le monde agricole, 6 mois? Non, parce que pendant les travaux, la vente continue, c'est-à-dire que sur la loi Egalim, moi je suis fortement mobilisée pour faire respecter cette loi. Vous savez que nous avons j'ai fait prononcer des sanctions pécuniaires, financières, en direction des distributeurs. Nous suivons les négociations commerciales de très près. Pourtant, le mal-être, il est réel aujourd'hui. On le voit avec les chiffres de suicide, notamment en 2015, d'après la mutualité sociale agricole, 372 personnes ont perdu la vie en 12 mois. Ça veut dire que si on applique ces chiffres sur les 6 prochains mois, ça fait quand même potentiellement 186 personnes qui peuvent se donner la mort. Vous pensez qu'aujourd'hui, on doit plutôt agir maintenant plutôt que dans 6 mois? Moi, je pense que nous agissons, surtout, monsieur. Aujourd'hui, nous agissons, nous ne laissons pas les bras croisés. La mutuelle sociale agricole, elle travaille et nous avons des réseaux de solidarité pour faire en sorte de repérer des situations de burn-out et des situations où des agriculteurs sont en grande difficulté personnelle pour les accompagner, y compris psychologiquement. Mais vous avez, je dirais, l'accompagnement humain que vous pouvez développer maintenant. Et vous avez comment résoudre structurellement une situation dont nous héritons au terme de 40 ans d'indifférence finalement par rapport à cette profession. C'est ça le sujet qui est sur la table aujourd'hui. C'est comment on s'occupe enfin de cette profession dont un tiers gagne moins de 400 € par mois. Comment on fait en sorte qu'ils aient une retraite décente pour prendre quelque chose de tout à fait dans l'actualité. Voilà, ce gouvernement, il propose que désormais les agriculteurs, ils aient une retraite de 1 000 €. Et bien, je peux vous dire que ça change la vie aussi. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. Merci Yanis Darras. Agnès Pannier-Runacher, nous sommes maintenant à moins d'1 mois du premier tour des élections municipales. Vous êtes candidate sur la liste La République En Marche dans le 16e arrondissement de Paris. Vous êtes aux côtés d'Agnès Buzyn qui remplace Benjamin Griveaux. Et pour le moment, l'effet Buzyn reste faible et La République En Marche doit encore faire ses preuves. On accueille juste après un petit jingle Manon Blangis. Bonjour Manon Blangis, rebonjour. Rebonjour Alban, bonjour Agnès Pannier-Runacher. Est-ce qu'Agnès Buzyn aurait dû être la tête de liste LREM à Paris depuis le début de la campagne? En tout cas, moi, je me réjouis qu'elle soit la tête de liste aujourd'hui. Et c'est ça qui compte. Et je ne regarde pas dans le rétroviseur, je regarde devant moi. Parce que dans une campagne, vous avez peu de temps. Et l'enjeu, c'est ce que vous pouvez proposer aux Parisiens. Agnès Buzyn, c'est une candidate compétente. Ça, on a pu l'observer depuis
3 ans qu'elle est au gouvernement. C'est une candidate qui a fait la preuve de sa détermination, qui a fait la preuve de son courage et qui a fait la preuve de son engagement La au crise de service l'hôpital des autres. public est quand même toujours là. Pardon ? La crise de l'hôpital public est quand même toujours là. La crise de l'hôpital public, pour y avoir travaillé il y a 15 ans, ça fait plus de 15 ans qu'elle est installée et que personne n'a rien fait pour l'améliorer, qu'on a eu une gestion comptable de l'hôpital public, pas une gestion médicale. Ce qu'a introduit Agnès Buzyn depuis 2 ans, où elle a pu agir à travers le premier budget de loi de financement de la sécurité sociale, c'est justement une vision médicale de l'hôpital public, où elle a desserré un certain nombre de contraintes. Mais je veux revenir sur la campagne à Paris. Pour revenir justement sur cette campagne, Agnès Buzyn a choisi de retirer pourtant 2 mesures phares de Benjamin Griveaux. L'une d'elles, c'est celle de faire une sorte de Central Park à la place de Gare de l'Est. C'était une idée que vous souteniez ? Moi, aujourd'hui, je soutiens Agnès Buzyn et je soutiens son projet. Et je trouve intéressant... Mais est-ce que cette idée, vous la souteniez ? Je trouve intéressant qu'elle se soit concentrée sur ce que nous demandent les Parisiens. Parce que moi, je suis sur le terrain toutes les semaines, le samedi, le dimanche, je fais des porte-à-porte, je fais du tractage. Et qu'est-ce que nous disent les Parisiens ? Ils nous disent, commencez par le basique, commencez par la sécurité, commencez par la propreté, parce qu'on n'a jamais vu une ville aussi sale, et c'est une honte parmi les métropoles internationales. Donc l'idée de ce Central Park, c'était une erreur de Benjamin Griveaux ? Je pense que c'était une mesure importante d'ampleur, mais qui ne revient pas, qui ne se concentre pas sur ce qu'attendent ici et maintenant les Parisiens. Ensuite, ce que posait Benjamin Griveaux au travers de cette mesure, c'est la question de la saturation de nos infrastructures de transport. Et là où il a raison, et il aura toujours raison, c'est de ne pas construire des infrastructures de transport par rapport à la situation actuelle, mais c'est de savoir se projeter dans 5 ans ou dans 10 ans. Sinon, on est toujours à la traîne. Détruire une gare pour en construire une autre, est-ce qu'on ne déplace pas juste le problème ? Alors, ce n'était pas du tout le projet, donc c'est intéressant de le voir. Il ne s'agissait pas de détruire, la gare. Effectivement, mais en tout cas de déplacer toutes les lignes. Il s'agissait de mettre une gare sur des lignes existantes dans une zone qui était aujourd'hui à l'abandon, donc avec un terrain immédiatement disponible. Mais je dirais que, et surtout de répondre à l'importance du trafic ferroviaire tel qu'il va se présenter dans 10 ans. Donc c'était une vision d'anticipation. Et ce sujet, il faudra le traiter à un moment ou à un autre. Ceci étant dit, aujourd'hui, se concentrer sur la propreté, la sécurité, mais également l'accueil des personnes âgées, l'inclusion des populations les plus pauvres, ce sont immédiatement ce qu'attendent les Parisiens. Et Agnès Buzyn a su l'entendre et va l'accompagner. Vous, personnellement, n'êtes donc pas tête de liste dans le 16e arrondissement, vous figurez sur la liste. Vous avez expliqué que vous n'aviez pas le temps de cumuler avec votre travail au gouvernement. Pourquoi, dans ce cas, quand même figurer sur la liste ? Parce que j'ai monté le mouvement La République En Marche dans le 16e arrondissement. J'y passe, je dirais, mes week-ends, et ça, c'est mon problème et ma responsabilité. Ça ne m'empêche pas de travailler, et je pense que je suis perçue comme une ministre très investie dans son travail. Et je pense qu'il faut ne pas avoir peur de la rencontre avec les lecteurs. C'est aussi un des reproches qu'on a fait à beaucoup de candidats de La République En Marche ou de ministres, de ne pas avoir eu cette rencontre avec les lecteurs. Et ben moi je l'assume, il n'y a pas de problème, on y va, Est-ce que vous pouvez on est sur le terrain. rencontrer dans un autre contexte que les municipales si vous n'avez pas le temps de vous y consacrer pleinement? Pardon, je n'entends pas ce que vous me dites. Si vous n'avez pas le temps de vous y consacrer pleinement, pourquoi ne pas les rencontrer dans un autre contexte que ces municipales? Pourquoi juste figurer sur la liste? Je ne fais pas juste que figurer sur la liste, je fais la campagne comme je vous l'ai dit, mon samedi, mon dimanche, donc c'est un sacrifice personnel, c'est un sacrifice vis-à-vis de ma famille, c'est mon problème et mon sujet. Et aujourd'hui, ce que je veux surtout dire, c'est que j'ai monté dans le 16e arrondissement une des premières forces militantes de Paris, plus de 4000 personnes qui sont engagées à La République En Marche, et je veux faire vivre ce mouvement parce que j'y crois, ce sont mes convictions, et je pense que c'est important aussi de savoir se mouiller pour ses convictions. Mais vous ne démissionnerez pas si La République En Marche est élue à Paris? Ça a un peu rien à voir, si je puis me permettre, puisqu'il s'agit d'un mandat de moindre importance. Il ne s'agit pas d'être maire, il ne s'agit pas d'être candidat. Et vous le savez comme moi, on nous a beaucoup reproché de ne pas avoir d'ancrage local. Eh bien très bien, je prends ce risque et j'essaye d'avoir un ancrage local. Merci Agnès Pannier-Runacher. Et merci Manon Blangis.
Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir été notre invitée. Nous allons déjà vous souhaiter une bonne journée. Merci. Vous allez peut-être vous balader un petit peu sur le salon aujourd'hui. Non, j'y serai mercredi. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, merci de nous avoir fait la gentillesse de venir jusqu'à nous. On va retrouver Thomas Glavieux-Moreau qui lui est toujours bien dans le salon et lui il se balade toujours. Il nous a présenté des produits du terroir de nos régions de ce matin qui étaient le Pays de la Loire et la Normandie. Il était à l'intérieur d'une moissonneuse-batteuse et maintenant on l'a en direct et on va parler de faisselle. Exactement. Est-ce que vous m'entendez bien, Alban? Absolument. Voilà, exactement. Regardez, j'ai changé de région pour finir cette émission de À travers champs. Nous sommes dans la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et nous allons parler de faisselle. Regardez, je suis accompagné de Théo, et on va parler de faisselle avec Daniel Haye, qui fait partie d'une coopérative laitière dans les Alpes du Sud, qui est en train de réaliser sa propre faisselle avec certains enfants, comme vous pouvez le voir, dans un stand qui énumère de nombreuses choses. On a de la faisselle, on a également un alcool. On va aller voir si Daniel peut nous expliquer un petit peu le processus de fabrication. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en train de réaliser votre faisselle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe et ce que cette jeune fille est en train de faire? Alors disons qu'on a récupéré du lait au stand des animaux ce matin. Comme c'est du lait cru, on l'a chauffé à 78 degrés pour des questions d'hygiène. Ensuite, on l'a refroidi à 38 degrés, température à laquelle on a mis la présure pour obtenir un gel et même un cahier assez ferme. Et là, maintenant que qu'on a obtenu le cahier, on le découpe très légèrement avant de procéder au moulage. Vous découpez directement dans la casserole pour que le moulage soit plus facile à faire. D'accord. Et qu'il y ait un meilleur égouttage en fait. D'accord. Donc, tiens, regarde, si vous voulez voir le jeune homme en bleu qui est en train de le faire. Et après, voilà, comme le dit Daniel, ils vont mouler directement en allant chercher la faisselle dans la casserole et en la mettant dans le petit bloc. Donc voilà, regardez. Quelle est la sensation quand tu prends la faisselle dans la casserole? C'est un peu mou, la faisselle. Bon, je sais pas trop. il a dit que c'était très très mou. En tout cas, on voit vraiment que c'est du pur produit artisanal qui sort de. On voit la séparation du cahier et du sérum, du petit lait, puisque sous l'effet de la présure et de la coagulation, on a les caséines qui se contractent. Et forcément, ce que l'on recherche, c'est d'extraire le petit lait, et qui est essentiellement composé de lactose, qui est la partie indigeste du lait, en fait. Et vous, la faisselle, Thomas. vous la réalisez avec un produit sucré comme on peut Thomas, le voir. Thomas, je vais devoir malheureusement vous couper. Nous sommes un petit peu en retard sur le programme. Merci en tout cas de continuer à nous faire vivre ce salon. Thomas, merci. Voilà, vous retrouverez Thomas Glavieux-Moreau dès demain. Il va continuer à se balader dans le salon de l'agriculture. Et tout de suite, nous retrouvons vous, Thomas Kinkis, puisque vous êtes en compagnie de Samantha Gaden, chargée de développement chez Connecting Food, une entreprise innovante de transparence alimentaire. Exactement, avec Samantha qui est juste en face de moi. Alors Samantha, vous chez Connecting Food, en fait, vous répondez à un besoin qui est de plus en plus croissant aujourd'hui dans notre société, c'est ce besoin de transparence chez le consommateur quand il va acheter ses produits. Et comment vous répondez en fait à ce besoin-là? Oui, justement, aujourd'hui, le consommateur a malheureusement plus confiance dans son alimentation. Et du coup, il va aller chercher cette transparence. Et chez Connecting Food, nous allons développer une solution de traçabilité alimentaire qui va permettre de reconnecter le consommateur au producteur. Et pour faire cela, nous utilisons la technologie blockchain. Donc, on va venir capter des informations à chaque étape de la production, que ce soit au producteur... Parlez bien près du micro. Des producteurs, justement, pour venir intégrer les informations dans notre blockchain, ce qui va les rendre ensuite infalsifiables. D'accord. Et donc, comment le consommateur ensuite a accès à ces informations? Oui, tout à fait. Donc, du coup, puisqu'on a capté ces informations, on peut les transformer ensuite dans un QR code qu'on met derrière le packaging. Donc, le consommateur peut le scanner en magasin pour découvrir tout le parcours d'un produit de la ferme à la fourchette. D'accord. Mais alors, les consommateurs qui travaillent avec vous, ce sont vos associés. Mais comment être sûr, en fait, que les informations qu'ils vous transmettent sont bonnes? Oui, c'est ça l'intérêt de la blockchain, en fait. Puisque les informations sont infalsifiables, on ne peut pas venir faire marche arrière. Donc, tous nos clients ont tout l'intérêt de mettre les informations vraiment justes
dans la blockchain. Et en plus de cela, Connecting Food a développé la toute première solution d'audit digital. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir vérifier lot par lot la conformance de chaque lot au cahier des charges et lever en cas de problème une alerte en temps réel. D'accord. Est-ce qu'on peut faire une petite démo de l'application pour voir si c'est facile d'utilisation? Alors, donc, l'avantage de l'application, de la solution Connecting Food, c'est qu'il n'y a pas besoin de télécharger une application. D'accord. Donc, le consommateur a tout simplement besoin de scanner le QR code. Allez-y, allez-y. Le QR code. Et ça va ouvrir ensuite une web app qui va permettre au consommateur... montrer à la caméra qui est juste derrière. Qui va permettre au consommateur de découvrir, par exemple, que dans ce paquet de farine, il y a 3 agriculteurs qui ont contribué à ce paquet. Donc, on peut vraiment découvrir les producteurs qui ont produit le blé qui est dans ce paquet. Donc, par exemple, Benoît et Sylvie dans le 41. Pareil, Ludovic également dans le 41. Ou Franck dans le 28. On peut également découvrir des informations sur le conditionnement, sur comment la farine était moulinée, des vidéos pour apprendre comment le moulinage fonctionne pour le blé, ainsi qu'en savoir plus sur les engagements de la marque Savoir-Terre. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Samantha. On rappelle qu'on peut vous retrouver du coup sur le stand de Connecting Food qui est juste voisin d'une autre dans le hall 4. Tout à fait, avec plaisir. Et merci Thomas Quinquis. De rien. Et merci aussi à Théo Grévin, je l'ai oublié tout à l'heure, mais Théo Grévin qui permet d'obtenir les images de notre envoyé spécial Thomas Glavieux-Moreau. Merci à lui. On va, Thomas Lavigne, c'est à vous, voilà, c'est bientôt la fin de cette émission et vous allez nous donner le programme de demain. Tout à fait, Alban, donc bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous aimez les jeux, Alban? J'adore les jeux. Vous adorez les jeux, c'est parfait pour vous. Alors, vous irez cet après-midi à l'Escape Game du bus vertigineux au stand extérieur. Vous pouvez même y aller avec des jeunes, il n'y aura aucun problème. La question, GRDF s'invite donc au salon pour vous faire découvrir un biogaz, donc le biométhane, à travers un Escape Game classique qu'on connaît tous. Voilà. Rendez-vous donc au stand extérieur pour cette Escape Game qui promet d'être sympathique. Et que réserve le salon pour nos petits yeux cet après-midi? Alors je vous attends dès midi dans le pavillon 1 pour suivre les concours bovins de la race vosgienne. Après ça, ce sera à 14h le concours race rouge de l'Ouest. C'est donc une race de brebis croisées avec des béliers tout simplement. Donc pour suivre l'évolution du concours général, rendez-vous au pavillon 1 cet après-midi. Et cet après-midi, vous pourrez aussi prendre part à des débats. En effet, plusieurs sont organisés au pavillon 4 où nous nous trouvons actuellement. Une conférence s'interroge à 14h sur les possibilités pour les brasseurs d'émettre zéro déchet. On pense évidemment aux bouteilles en verre qui, si elles ne sont pas réutilisées, peuvent poser certains problèmes. Cette conférence sera donc suivie à 16h d'un temps d'échange autour de la PAC. Plusieurs voix s'opposeront pour vous donner au maximum les clés de cet enjeu. Et à bientôt midi, l'heure du déjeuner, on fait un point côté dégustation. Alors pour cet après-midi, je vous propose d'aller au bar à miel du pavillon 6 où vous pouvez vous régaler. Plus de 20 miels de France seront récoltés par une coopérative vous attendent. Du miel de sapin à l'acacia en passant par le châtaignier sans oublier le tilleul. Vous serez rassasié mon cher Alban, je n'ai aucun doute là-dessus. Eh bien merci Thomas Lavigne. À travers champs, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission où nous présenterons deux autres régions, la région Bretagne et la région Réunion. Nous aurons aussi deux invités politiques. Alors je me suis perdu, voilà, deux invités politiques. Marcel Campion, candidat à la mairie de Paris, et Jean Messia, membre du bureau du Rassemblement national. Tout ça, c'est à partir de 10h dès demain au pavillon 4 sur le plateau du Siècle Vert. Vous pouvez continuer à réagir. Votre prochain rendez-vous aussi sur ce plateau, c'est à 17h avec l'agriculture en question présentée par Hugo Franceschi où nous parlerons du vin français. Merci encore de nous avoir suivis et merci à la régie de nous avoir bien accompagnés durant ces 2 heures.